Ah, je reprends ma phrase du coup, parce que j'ai eu le message d'enregistrement. Et donc, bilatéral et vertical avec le soutien chinois au système de santé, donc au niveau national et un peu plus régional en Afrique, les formations, les bourses, la logistique, l'équipement également des hôpitaux ou centres de santé africains. On a également une troisième approche qui est maintenant usitée par la Chine, donc la multilatérale, évidemment, avec la MTC éventuellement, mais surtout l'OMS, la gouvernance mondiale de la santé, la lutte contre le sida, contre le paludisme, la schistosomiase, je l'ai dit, et puis l'intégration dans les enjeux, ou en tout cas dans les cibles des OMD et des ODD maintenant depuis 2015. Donc, par manque de temps, je ne développe pas ce troisième temps, mais je vais quand même proposer deux petits points plus précis. Donc, le premier porte sur le parallélisme entre la santé et l'agriculture, comme j'ai travaillé dessus. Et puis, le second point porte sur la privatisation et ou les liens publics-privés dans le domaine de la santé. Donc, premièrement, les similarités entre les missions médicales chinoises et les centres de formation, transformation agricole chinois en Afrique. Donc, elles sont frappantes, cette similitude. Tout d'abord, c'est la partie africaine qui va démarcher la Chine et non pas l'inverse. En retour, Pékin étudie la demande et la soumet au ministère concerné en Chine. Donc, ici, pour moi, la santé et ceux des affaires étrangères ou des finances. Une fois installées dans le pays d'accueil, les missions agricoles ou sanitaires ou médicales sont sous la tutelle, de l'ambassade et ou du bureau économique et commercial. Autre point commun entre les deux, entre santé et agriculture, on a les contrats, qui sont en fait des accords de coopération bilatéraux. Donc les contrats et les tutelles chinoises, puisque les structures sont gérées par un personnel qui effectue des rotations biannuelles, qui peuvent être prolongées, enfin, en tout cas renouvelées, des rotations biannuelles. Et puis chaque pays africain qui en bénéficie est attribué à une province chinoise en général. Donc dans le domaine comme l'Algérie avec le Roubaix. Dans le domaine de la santé comme dans celui de l'agriculture, on a un directeur, un chef de mission qui est nommé au sein de l'équipe, qui dispose toujours au moins d'un traducteur et emploie du personnel local afin de réaliser certaines tâches, on va dire domestiques, comme la cuisine, l'entretien, le ménage et parfois le transport. Donc, en plus du personnel chinois, on a également des équipements, des matériels assez divers, des supports logistiques qui sont fournis. Et priorité, selon la Chine, va être donnée officiellement à la formation du personnel local et à la création, je cite, de capacités locales durables. On peut douter tout de même de ces réalités. Alors, la principale différence finalement qui est entre la santé et l'agriculture, donc mission médicale chinoise et centre de formation agricole chinois, va tenir dans le paiement des salaires. Pour les centres agricoles, c'est par l'entreprise cooptée par la province. Et puis, pour les missions médicales chinoises, c'est via le budget d'aide à la santé du ministère de la Santé chinois, l'équivalent du ministère de la Santé chinois en Chine. Donc, que pratique-t-on dans ces missions médicales? Bon, fort logiquement, et en priorité le traitement antipaludique, mais on a d'autres pratiques. On a les cataractes, on a des opérations diverses, parfois même des tumeurs, on a des accouchements, de l'obstétrique, on a également de la gynécologie, et puis aussi de l'acupuncture. Donc, ça, c'était mon premier petit point, mon premier focus. Et le second donc, porte sur les liens privés-publics dans le domaine de la santé, notamment avec l'aide liée. Donc, la santé chinoise privée va se développer en Afrique parallèlement et parfois en remplacement de la publique. Donc, c'est notamment le cas de ces centres de santé privés chinois, donc des petites cliniques chinoises qui pratiquent notamment massage et acupuncture, donc plus généralement, plus globalement la MTC, la médecine traditionnelle chinoise, mais également, et pour moi prioritairement, aussi par le biais du caractère lié de l'aide chinoise, de l'aide sanitaire chinoise. Donc, je vais prendre l'exemple des traitements antipaludiques et du palu plus généralement. Donc, les traitements antipaludiques, mais également la médecine traditionnelle chinoise, sont effectivement reliés à une vision marchande de la santé, de mon point de vue. Alors, tout commence en 93. On a un groupe chinois qui s'appelle le Beijing Olecotech, qui est filiale de Kunming Pharmaceutical Group, qui va annoncer le développement donc, en 93 d'un nouvel antipaludique qui s'appelle je ne vais pas l'écorcher, je vais essayer, le dihydroartémisinine ou cotexine, ou encore également appelé, c'est beaucoup plus simple, arco comprimé. Donc l'arco comprimé a été approuvé par l'OMS en tant que médecin reconnu en tant que médecin pouvant être déployé en Afrique et ailleurs dans le cadre de la lutte globale contre la malaria. Donc, si ce traitement est dorénavant bien reconnu en Afrique, ce n'est pas seulement du fait de son efficacité, mais aussi celui du ministère de la Santé chinois, qui l'a compendieusement acheté à l'époque et qui l'a intégré dès 1996 pour faire des dons, en fait, au sein des missions médicales chinoises.
Donc, on a vraiment le caractère lié de l'aide dans ce cadre-là. Alors, j'ai fouillé dans ma thèse et j'ai retrouvé justement qu'en Côte d'Ivoire, 10 ans après, plus ou moins, en 2006, justement, l'ambassade de Chine avait réalisé 2 dons d'arco-comprimés à la Côte d'Ivoire, donc au gouvernement ivoirien, mais aussi d'autres produits comme l'Artem injectable, en plus de matériel divers, et le tout pour 700 000 € quand même de dons. Donc, Artem injectable, je vais en reparler maintenant, puisque à la même période que la Côte d'Ivoire, à peu près 2006, on a Guilin Pharmaceutical Company, qui est une filiale de Shanghai Fosun Pharmaceutical Group, qui est lui-même filiale de Fosun International, créée en 92, qui a achevé les tests de l'artésionate, dit Artem injectable, qui se prend également en comprimé, donc Artem comprimé, qu'on appelle également Arswamon. Et donc, ces 2 produits, comme le premier de tout à l'heure, ont été validés par l'OMS, et là je cite l'OMS, en tant que premier choix dans le traitement d'urgence du paludisme et en tant que traitement existant les plus sûrs et les meilleurs contre le paludisme. Rien de moins. Donc forcément, avec ce genre de qualificatif, on peut s'attendre à un achat massif de produits ici chinois. Donc, cette même année, 2006, on a le 3e FOCAC et le livre blanc sur la politique africaine qui est publié. Et donc, le 3e FOCAC, plus précisément, annonce le financement de 30 centres antipaludiques. On appelle ça des centres de recherche antipaludique en Afrique. Et donc, le premier, au Libéria, a été ouvert dès l'année suivante, en 2007. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans les documents que le personnel libérien aurait reçu une formation de 10 jours, donc c'est évidemment très ironique de ma part, dans le Jiangsu en octobre 2007. Alors, au début des années 2010, Li Hanshan, qui a travaillé sur la politique sanitaire de la Chine en Afrique, comptait 27 centres antipaludiques chinois en Afrique, dont l'ivoirien, que j'avais étudié moi durant ma thèse, donc le centre Chine-Côte d'Ivoire de prévention et de traitement du paludisme, qui a été inauguré, lui, le 4 avril 2009. Donc, le centre ivoirien, ou sino-ivoirien si vous préférez, bénéficie d'un don de 200 000 € pour être ouvert, c'est-à-dire un montant à peu près équivalent au Camerounais, qui est situé au sein de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Et donc, je rappelle éventuellement, au passage, que le centre de recherche antipaludique d'Abidjan a été réhabilité 2 fois par la Chine. On a eu 2 nouveaux dons, puisque avec les crises politiques et militaires en Côte d'Ivoire, le centre a été très, très durement abîmé, on va dire. Donc, la Chine avait réhabilité 2 fois le centre, comme d'ailleurs d'autres bâtiments comme l'hôtel des députés à Yamoussoukro ou le centre de culture, le palais de la culture à Abidjan, etc. Bon, bref. Donc, selon moi, la plus grande réussite chinoise reste à ce jour comme l'élimination à 98%, et là, les Chinois s'en vantent évidemment, à 98% du taux de morbidité du palu aux Comores, avec un programme 2007-2013 qui avait été lancé par l'Université de médecine chinoise du Guangzhou, donc de Canton. Donc, avant de passer à la deuxième partie, mon point B, un bref point commercial pour finir, comme je l'ai mis sur la diapositive en bas. Alors là, j'ai repris évidemment les chiffres de la CNUSED entre 1995 et 2019. Et donc, on a 3 catégories de la CNUSED qui, pour moi, concernent directement la santé. Donc, l'exportation de marchandises sanitaires chinoises en Afrique. Donc, je vais les citer, produits médicinaux et pharmaceutiques en 1, appareils d'électrodiagnostic médicaux ou radiologie en 2, et puis appareils pour médecine, art dentaire, etc. en 3. Et donc, ces 3 petites catégories caractérisent les exportations chinoises de produits sanitaires en Afrique. Et que peut-on retirer de cette base de données? Tout simplement que ces 3 catégories ont beaucoup augmenté en valeur, passant de 46 millions de dollars c'était combien, à 1,5 milliard de dollars entre 1995 et 2019. Toutefois, j'ai remis en parallèle ces exportations sanitaires vis-à-vis des exportations totales. Et donc là, on voit qu'en fait, le côté santé des exportations chinoises a régressé, puisqu'il est passé de 2,5% à 1,4% du commerce total. Donc en Afrique, par ailleurs, on n'a que 6 pays importateurs qui permettent de dépasser la moitié de toutes ces exportations sanitaires chinoises en Afrique. Donc le Nigeria, 14% à peu près, l'Égypte, 13%, l'Afrique du Sud, quasiment 11%, le Soudan, donc du Nord avant 2011, 6%, le Kenya, 5%, et enfin l'Algérie, quasiment 4%. On a donc 48 pays en Afrique qui se partagent 46% du restant. Ce qui évidemment me renvoie à des recherches antérieures et aux recherches également de Thierry Perrault notamment. Donc, je vais pouvoir passer maintenant au côté chiffrage, en quelque sorte.
de l'aide sanitaire chinoise en Afrique. Et donc, pour aborder cette aide sanitaire de la Chine en Afrique, je pars du postulat que l'aide au développement chinoise est quand même difficilement quantifiable, bon, peut-être sauf par et pour la Chine elle-même. Donc, de ce fait, il apparaît comme peu efficient de relever les chiffres et informations que j'ai pu retrouver en nombre et énoncés par une grande pluralité d'acteurs, tels que certains universitaires, parfois peu critiques d'ailleurs, sur le sujet, par beaucoup de médias, y compris chinois, africains, etc., par les États africains eux-mêmes, par des cabinets, des think tanks, et j'en passe. Donc, de ce fait, il est plutôt nécessaire, dans ce cadre, de revenir à la source des informations publiées, autrement dit, les autorités chinoises. Alors, les autorités chinoises, justement, ont publié 3 livres blancs qui concernent l'Afrique directement, donc celui de 2006, qui s'intitule China's African Policy. On a également celui de 2013, intitulé China Africa Economic and Trade Cooperation, et celui de 2015, dénommé China's Second Africa Policy Paper. On a la Chine également qui a diffusé 3 livres blancs sur son aide spécifiquement, mais plutôt à l'international. Donc, on a China's Foreign Aid en 2011, White Paper on China's Foreign Aid en 2014, et enfin, le dernier, China's International Development Cooperation in the New Era en 2021. Donc, dans ce dernier document, celui de 2021 qui m'intéresse beaucoup plus directement, qui fait 49 pages et qui est relativement avare en chiffres, il ne concerne pas directement l'Afrique, mais il évoque quand même l'Afrique à de nombreuses reprises. Il est organisé en 8 chapitres. Et en fait, on n'en a que 5 qui vont aborder la santé directement. Là, j'ai repris le document en anglais avec le terme health, donc avec une recherche dans ce cadre. Et là, on est vraiment dans le contexte covidien. Donc, normalement, on est quand même dans un contexte où la santé est prioritaire. Alors, qu'est-ce que peut bien indiquer la Chine en 2021 sur l'aide sanitaire octroyée aux pays récepteurs, y compris aux pays africains? Donc, j'avais prévu dans un premier temps de tout détailler, toutes les parties correspondantes au domaine santé dans les 5 chapitres de 2021. Bon, je me suis dit que c'était quand même un peu long et un peu rébarbatif pour tout le monde, y compris pour moi d'ailleurs, et que finalement, ça ne nous apportait pas grand-chose. Donc, je vais résumer. En gros, on apprend de la part de la Chine qu'elle aide beaucoup. Ça, c'est pas une grande nouvelle. Donc, c'est assez banal finalement de la part des autorités chinoises. Et puis, d'autre part, ce document, comme les autres, va mettre en exergue, enfin, met en exergue la volonté chinoise de volontairement finalement brouiller les cartes pour grossir son intervention sanitaire aux échelles mondiales et africaines. Donc, je vais m'expliquer un petit peu. L'État chinois mélange diverses modalités d'intervention. Donc, on a les dons et les fournitures gratuites, on va dire, les prêts, les constructions, les projets bi et multilatéraux. On a les fonds, on a également les mécanismes, la mise à disposition de matériel et de vaccins. On a également les aides humanitaires d'urgence et on a même finalement des allègements de dettes pour les PPTE. Donc, c'est un procédé qui est bien connu et usité par la Chine et par d'autres acteurs par ailleurs, pour valoriser et mettre en récit une supposée aide qui n'en est pas totalement une, et pour vanter une supposée solidarité internationale qui, encore une fois, n'en est pas totalement une, compte tenu notamment des modalités capitalistiques qui sont enchevêtrées aux autres modalités d'intervention chinoise en Afrique. Donc, quantitativement et encore plus qualitativement parlant, l'aide sanitaire chinoise et l'aide tout court de la Chine en Afrique ne peut subséquemment pas être évaluée par le biais des documents officiels chinois, même en les croisant avec une veille par pays ou par continent qui serait vraiment beaucoup trop fastidieuse. Donc, ne pouvant le faire, j'ai choisi une autre modalité pour traiter un petit peu de cette aide sanitaire chinoise en Afrique que je vous montre sur le diapo là. Donc, je vais utiliser la China Aid Database, donc une base de données créée en 2004 par 3 organisations et qui propose en 2021 3 versions. Donc, j'ai naturellement exploité la dernière, la 1.2, qui porte sur, malheureusement, une période trop courte pour moi, mais bon, on n'a que ça à disposition, la période 2000-2013. Si vous pouviez couper votre... voilà, je vais le faire pour vous, en fait, le micro. Donc, la base de données indique tout d'abord que sur la période 2000-2013, donc jusqu'au lancement des nouvelles routes de la soie et grosso modo l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, donc jusqu'en 2013, la Chine aurait lancé 2647 projets d'aide au développement en Afrique au total, dont 486 dans une petite catégorie dite santé, donc 18% du total. On a également 2 autres catégories que je vais prendre en compte, eau et assainissement. Donc là, on a 62 projets, 2,3% du total.
Et on a également la thématique politique démographique, santé reproductive ou sexuelle, qui concerne 9 projets pour 0,3% du total. Donc, si je cumule les 3 petites sous-catégories que je vais prendre dans la grande catégorie santé, on a donc 557 projets qui cumulent 21% du total des 2647 projets. Alors là, on peut comparer un petit peu avec 2 autres domaines qui sont proches, entre guillemets, de la santé, d'un point de vue social, en tout cas du développement, éducation, agriculture. Donc, on avait 21% des projets pour la santé et seulement 10% pour l'éducation, et donc à peine 6 pour l'agriculture. Alors, néanmoins, donc ça c'était la première partie du traitement statistique. Néanmoins, donc, une grande partie de ces projets relève uniquement d'engagements chinois, en tout cas tels qu'ils sont mentionnés dans la base de données, donc Pipeline Commitment et Pipeline Pledge. Il convient donc pour moi de ne garder que ceux qui sont en cours ou achevés dans un premier temps, donc Implementation et Completion. Et donc dans son cadre, ce ne sont plus 2647 projets, mais 1699 projets que je retiens. Dont 414 dans la petite catégorie santé, 41 pour l'eau et assainissement, et puis 7 pour politique démographique, santé reproductive ou sexuelle. Donc, le cumul de ces 3 petites catégories fait 462 projets pour 27,19% dans le domaine global de la santé. Donc, si on compare un petit peu avec l'éducation une nouvelle fois, 12% et l'agriculture, 7%. Donc, dans un troisième temps maintenant, je vais exclure les projets pour lesquels aucun montant n'est assigné. Donc, c'est en dollars de 2011. Les projets d'aide chinois en Afrique sont alors au nombre de 897 pour un montant élevé et qu'on peut trouver étrange de 79 milliards de dollars quand même. Donc, la santé en génère relativement au total 13%, environ 122 projets pour 1,19 milliard de dollars, donc 1,5%. On a l'eau et assainissement qui ne compte plus que 30 projets, 3%, mais pour un montant supérieur à la petite catégorie santé, donc 2,7 milliards de dollars ou 3,42%. Enfin, politique démographique, etc., compte 5 projets pour 0,56% du total des projets financés et pour 781 000 dollars ou 0,001% du total. Donc, le cumul des 3 catégories santé en fait le domaine qui compte le plus de projets. Donc, on a 157 projets sur les 897, on va dire chiffrés, 17% à peu près. Et par contre, ce n'est que le 7e secteur le plus financé dans l'aide chinoise octroyée à l'Afrique a priori. Donc, 3,9 milliards de dollars pour à peu près 5%. Et donc là, on peut comparer avec l'éducation, 73 projets financés, chiffrés, pour 1 milliard, et l'agriculture, 57 projets, à peu près 2,1 milliards. Donc, ces deux autres catégories, donc agriculture et éducation, permettent évidemment de mettre en perspective un petit peu le domaine de la santé. Donc, ayant énoncé tous ces chiffres, je vais maintenant faire un petit bilan. Donc, au sein du continent africain, sur les 54, on en a 6 qui ne sont jamais mentionnés dans la base de données. Le Burkina Faso, l'Égypte, la Gambie, la Libye, Sao Tomé et l'Eswatini. Eswatini qui est donc le seul pays africain à officiellement ne pas reconnaître Pékin. Bon, on a également Somaliland, hein, mais bon, c'est un peu différent. Donc, si on met de côté un peu Égypte et Libye, on se rend compte que finalement, Burkina Faso, Gambie, Sao Tomé, les 3 là, sont des pays qui ont récemment reconnu Pékin. Et donc, on peut estimer effectivement qu'il n'y avait pas d'aide sanitaire chinoise en Afrique pour ces pays-là entre 2000 et 2013, puisqu'ils ne reconnaissaient pas forcément Pékin, mais Taïwan. Donc, dans le grand domaine santé, à 3 sous-catégories, là, on a la Tanzanie, 29 projets, l'Angola, 24, et l'Ouganda qui sont, enfin 24%, c'est des pourcentages plutôt, qui ressortent. Hein, ce sont les pays les mieux pourvus en nombre de projets chinois entre 2000 et 2013. Néanmoins, la totalité des 557 projets que j'ai cités, puis des 462 projets, n'est pas budgétisée, n'est pas chiffrée, puisqu'on n'en a que 157. Donc, dans ce cadre, on a le Cameroun, 24%, le Zimbabwe, 21% à peu près, et l'Angola, 16%, qui cumulent 62% du total, quand même des projets chiffrés dans le domaine de la santé en Afrique. Donc, en ajoutant en plus le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui font 8 et 6%, en fait, on a 5 États au total, Cameroun, Zimbabwe, Angola, Ghana, Côte d'Ivoire, 5 États qui accaparent plus des 3/4 de l'aide chinoise chiffrée dans le domaine de la santé en Afrique entre 2000 et 2013. Donc, cette concentration est à relativiser en tenant compte de probables carences statistiques, mais l'ensemble des statistiques ou des résultats, quand même, permet de proposer plusieurs éléments de synthèse. Alors, premièrement, cette étude statistique
présente plusieurs biais subjectifs, les miens, au premier rang duquel mon choix de ne pas intégrer à chaque fois les projets dont le financement n'est pas connu, qui ne sont pas en cours ou achevés, et donc vérifiés, mais également tous les projets multilatéraux que la Chine a pu mener avec le Gavi, donc le Fonds international pour la vaccination, ou l'OMS par exemple. Contrairement à d'autres recherches, je n'inclus pas non plus certaines catégories qui pourraient être éventuellement liées au domaine de la santé, comme Government and Civil Society ou Emergency Response, qui pour moi est plutôt de l'humanitaire, d'urgence. Donc en cela, mes résultats sont évidemment plus une image de l'aide chinoise sanitaire qu'une étude qui aurait vocation à être exhaustive. Alors, qu'apprend-on de ces données très perfectibles, mais qui ont au moins le mérite d'être à disposition et diffusées? Alors, sur les 486, 414 et finalement 122 projets qui ne concernent que le petit sous-domaine santé ou la sous-catégorie santé, on aurait 386 sur 486, 367 sur 414 et enfin 16 projets sur 122 qui comporteraient les mots-clés medical team en anglais ou mission médicale, ce qui va exprimer autant l'omniprésence des missions médicales chinoises dans l'aide sanitaire chinoise en Afrique que la difficulté pour les chiffrer. Ça, c'est assez évident d'un point de vue économique. Alors, on apprend également, avec du recul, que l'aide chinoise aussi, en fait, entre une sorte d'engagement dans les crises épidémiologiques, donc Ebola, Zika, etc., et la mise en place d'un système de santé global chez les pays bénéficiaires. Donc, je continue un petit peu. Pour la partie un petit peu publique, je me suis trompé un petit peu là. J'ai trop avancé. Donc, compte tenu des pays récipiendaires susnommés, notamment Cameroun, Zimbabwe, etc., Angola, la Chine, peut-être pas l'Angola, la Chine ne semble pas distribuer son aide sanitaire aux PIB les plus importants, les plus gros en Afrique, aux partenaires historiques également, à part peut-être la Tanzanie, là, par exemple, aux pays dotés de ressources naturelles exploitées par les acteurs chinois, hormis l'Angola, évidemment. Et puis, tout ceci, en fait, confirme une étude qu'avait menée Deborah Rottingham en 2011, publiée en tout cas en 2011, qui portait sur l'aide distribuée entre 1970 et 2007. Et ça confirme également certaines études qui font état justement de ces réflexions que je vous propose aujourd'hui. Donc voilà. Alors par contre, si l'on intègre et c'est là la difficulté un petit peu de mon étude statistique du traitement. Si on intègre tous les projets qui sont à la fois financés ou pas, etc., les conclusions s'en trouvent énormément modifiées et en fait se rapprochent de celles menées par Dreher et Futsch en 2013, donc en 2015 plutôt. On a la Tanzanie, partenaire historique et donc privilégié de la Chine en Afrique, qui est un acteur central par ailleurs dans le projet des nouvelles routes de la soie pour l'Afrique de l'Est. Et puis on a l'Angola, exportateur de pétrole évidemment, et puis récepteur d'IDE, notamment chinois en Afrique, ainsi que l'Ouganda, le Cameroun ou encore le Congo-Brazzaville, qui vont relativiser mes affirmations précédentes. En revanche, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, par exemple, donc les principaux partenaires commerciaux de la Chine en Afrique, ne sont jamais classés comme les principaux récepteurs de cette aide sanitaire, et ce, quelle que soit la méthode en fait, de discrétisation que je retiens. Donc finalement, ces chiffres n'incarnent aucunement l'APD tel que défini par l'OCDE. En deux mots, les secteurs les plus financés seraient ici le transport et l'énergie, ce qui peut quand même relativiser le côté aide au développement de la Chine à travers cette base de données. Donc, quelques conclusions d'étape sur cette double première partie, un peu historique, on va dire. La Chine a délibérément exclu de son aide les États encore récemment ou encore liés à Taipei, donc comme le Burkina Faso, Sao Tomé, la Gambie, comme j'ai déjà dit. L'aide sanitaire chinoise est donc bien un instrument de sa politique étrangère, mais ne serait pas pour autant, l'aide sanitaire, je parle uniquement, ne serait pas totalement, on va dire, un outil directement mobilisé en vue de sa visibilité internationale, en termes de soft power, pour résumer. Alors, du moins jusqu'en 2013, et évidemment le lancement des nouvelles routes de la soie. Donc, si cette aide ne semble pas intrinsèquement corrélée aux besoins de santé locaux, et là c'est un petit peu dommageable, elle n'est pas non plus a priori corrélée au niveau de corruption élevé, selon les recherches précédentes de collègues, au niveau de démocratisation, également en Afrique, ou également aux aides fournies par les bailleurs bilatéraux
occidentaux. On aurait également une politique d'aide sanitaire chinoise en Afrique qui pourrait s'avérer, en définitive, assez verticale, bien que présentée pourtant comme horizontale, et strictement bilatérale lorsqu'elle ne s'intéresse pas aux épidémies et ou pandémies, donc Zika, Ebola, Covid éventuellement. Donc cette aide publique se veut par conséquent doublement duale. On a un désintéressement versus retour sur investissement un petit peu, horizontalité versus verticalité, mais en réalité l'aide est triplement duale en quelque sorte, puisqu'elle est dorénavant autant distribuée à des États qu'à travers des organisations comme le Gavi, comme la Fondation Bill et Melinda Gates ou l'OMS évidemment. Donc du reste, elle est surtout liée à des questions d'opportunité, de réseau et de relations, autrement dit, de forme de rente. Et c'est un terme, un concept qui va faire office de transition avec la dernière partie, donc la partie C, au temps de la Covid. Alors, donc, depuis 2020, la presse, comme d'autres acteurs, a qualifié la politique étrangère et l'interventionnisme chinois dans le cadre de la pandémie de Covid-19 par le biais d'expressions telles que diplomatie sanitaire, diplomatie des masques, diplomatie des vaccins, etc. Donc, ces formules assez journalistiques quand même révèlent tout en creux une activité effrénée de la Chine et de ses acteurs. Pourtant, on l'a vu, cette diplomatie sanitaire, avec des guillemets, ne date pas du tout du temps du Covid, de la Covid, mais bien avant. Dans cette dernière partie, je vais limiter mon propos à la décennie 2010, lorsque Pékin institutionnalise le volet santé de son projet des nouvelles routes de la soie, autrement dit, la route sanitaire de la soie. Donc, ma problématique serait un peu la suivante. En quoi la pandémie de Covid-19 a-t-elle accéléré la politique sanitaire multipolaire et multiscalaire de la Chine dans le monde en développement, et notamment en Afrique, dans le cadre de l'internationalisation de la santé chinoise et du projet des nouvelles routes de la soie, notamment le volet sanitaire des nouvelles routes de la soie. Alors, pour y répondre, je vais développer la chronologie de la politique sanitaire chinoise covidienne en Afrique, en débutant évidemment par la fameuse diplomatie des masques. Alors, donc là, tout commence officiellement le 22 mars 2020, autrement dit 5 jours, au 5e jour de confinement en France, la fameuse guerre contre le virus déclarée par Emmanuel Macron. Donc, au 5e jour du confinement, ce 22 mars, en France, ce n'est pas l'État chinois, pour une fois, là, mais la Fondation Jack Ma, qui réalise le premier don de matériel sanitaire en Afrique. Donc, l'Éthiopie, comme je le répétais assez souvent, est le pays pivot coopté, à la fois certainement par les autorités et par la Fondation Jack Ma. Donc, l'Éthiopie, pays pivot coopté, pour accueillir ses premières cargaisons chinoises. Les semaines suivantes, de nouveaux envois privés, toujours, sont réalisés en Éthiopie majoritairement, très majoritairement même. Et donc, après la fondation Jack Ma, on va avoir d'autres entreprises à capitaux privés qui emboîtent le pas. Et toutes ces entreprises, que j'ai un peu citées rapidement, ont toutes des intérêts propres en Afrique. Donc, pour la partie publique, pour la partie gouvernementale ou les autorités chinoises, il faut attendre finalement la deuxième rotation des privés en Afrique, autrement dit le 6 avril 2020. Alors cette fois, ce n'est pas l'Éthiopie, mais c'est l'aéroport de Kotoka, à Accra, au Ghana, qui est choisi par les autorités chinoises pour justement réaliser le premier envoi de matériel sanitaire. Des jours plus tard, autrement dit le 16 avril, et puis après le 23 avril, la RDC et l'Éthiopie vont bénéficier à leur tour de cette aide officielle chinoise, mais non pas unique, comme je viens de le dire, puisqu'on a également les privés qui jouent un rôle fondamental. Et puis une aide qui est surtout distribuée à tous ou quasiment en Afrique, puisque les millions de tonnes d'équipements de l'avion affrété par Air China le 6 avril ont été distribués et diffusés dans pas moins de 18 pays en Afrique, notamment de l'Ouest et centrale. Donc, le continent africain aurait d'ailleurs bénéficié de la moitié des équipes d'experts médicaux disséminées à l'étranger depuis justement mars 2020 à l'échelle mondiale. Alors, politiquement, cette diplomatie sanitaire va être officialisée mi-mai 2020, donc quelques semaines après le premier envoi par les privés et par les publics ensuite. Donc, mi-mai 2020, lors de la 73e virtuelle Assemblée mondiale de la santé. Et donc, Xi Jinping, dans un discours intitulé, je cite, « Ensemble pour lutter contre l'épidémie et construire une communauté de santé humaine », développe alors 5 grandes mesures destinées à soutenir l'Afrique dans sa lutte contre la pandémie. Donc, je vais citer les 5 mesures. Coopération avec 30 hôpitaux africains,
accélération de la construction du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, donc le CDC africain, don de 2 milliards de dollars sur 2 ans. Volonté de faire du vaccin anti-Covid un bien public mondial. Et donc là, évidemment, vous vous rappelez, ça s'oppose frontalement à la politique états-unienne en la matière. Et enfin, dernière mesure du président chinois, collaboration internationale en vue de suspendre la dette, principale critique énoncée à l'égard de la Chine en ce temps, à cette époque. Donc, en tout état de cause, toutes les mesures, tous les chiffres avancés par les autorités chinoises sont révélateurs d'une activité réactive, mais également proactive, qui est également symbolisée par le sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le Covid-19 en juin 2020. Donc, ce 17 juin 2020, Xi Jinping réaffirme l'engagement solennel d'envoyer à chaque État africain, donc, sauf l'Eswatini, qui a reçu l'aide de Taïwan, un package, désolé pour le terme, un ensemble de matériel qui contient, alors pour les chiffres, 20 000 kits de tests, 100 000 masques ou encore 1 millier de combinaisons de protection. Alors évidemment, on peut quand même douter de l'utilité de ces équipements sur un continent qui compte environ 1,4 milliard d'habitants, ou pour des pays comme le Nigeria qui en compte quasiment 200 millions. Donc le geste se veut évidemment beaucoup plus symbolique, voire ostentatoire que pérenne ou que utile, quoi. Ce geste public chinois s'avère être le prélude à un engagement chinois régionalisé, puisque l'Afrique, en fait, est le premier continent à être aidé, entre guillemets. L'Afrique précède les États de la Ligue arabe, l'Amérique latine et les Caraïbes, du coup, l'ASEAN, le Forum des îles Asie-Pacifique, ou Chine-Pacifique plutôt, et a fortiori d'autres États qui ont rejoint le programme des Nouvelles Routes de la Soie, Italie également. Donc, en parallèle de ce dynamisme sanitaire stato-centré, les acteurs privés chinois vont poursuivre à l'époque avec âpreté leurs activités. Parmi eux, on a les géants technologiques, Baidu, Huawei, Alibaba, Tencent, Xiaomi, donc BHATX. Donc le leader, par exemple, mondial des télécommunications, Huawei, a distribué matériel, chèques au sein de territoires où l'entreprise privée à capital fermé est implantée, comme le Kenya, l'Afrique du Sud, la Tunisie. Pardon. Les privés vont surtout privilégier, confinement oblige, des services de télémédecine. Donc, on a notamment le groupe Alibaba qui a été très présent. Il va développer à l'époque, avec l'Afrique, Global Med Exchange for Combating COVID-19, qu'on peut résumer par GMCC. Donc, c'est une plateforme en fait étroitement liée à d'autres activités du groupe, comme Ali Health pour les soins de santé, Alibaba Cloud, qui fournit les technologies et l'intelligence artificielle. Et donc, d'un point de vue infrastructurel, c'est la branche Cainiao Global qui est sollicitée, donc la branche de Alibaba, encore une fois, elle qui a réalisé la première route transfrontalière de la chaîne du froid entre Shenzhen et Addis Abeba. Enfin, Alibaba a également profité du contexte pour tester grandeur nature un autre projet de supply chain, l'Electronic World Trade Platform, donc EWTP en français. Donc, c'est une plateforme une plateforme numérique internationale qui permet d'expédier, de coordonner, de distribuer des équipements. Et donc, le fait que l'Éthiopie utilise déjà cette plateforme en amont du Covid, y compris dans le cadre de la voie ferrée, Djibouti-Addis, qui a été financée et construite par des acteurs chinois, et qui permet donc le désenclavement de l'Éthiopie, est certainement fortuit, évidemment. Donc, de surcroît, l'aide apportée par la Chine a également été un peu déconcentrée, puisqu'on a plusieurs entreprises à capitaux publics, cette fois, sous les tutelles de l'État ou des provinces, qui ont joué un rôle dans ce premier temps de l'assistance chinoise dans le cadre du Covid, donc les masques. Parmi elles, on a la CSCEC, donc China State Construction Engineering, qui a soigné son partenaire algérien en offrant pour plus de 400 000 euros de matériel. Algérie qui le lui rend bien, puisque l'Algérie représente entre 2003 et 2018 15% des prestations de services chinoises, donc des contrats obtenus sur le continent qui représente lui-même le tiers des contrats chinois, hein, on le sait, le tiers des contrats chinois à l'international. Sur la même période. Donc, on a également d'autres entreprises comme Ronan Construction, qui est très présent en Afrique de l'Ouest, hein, et dont le siège social africain se trouve à Dakar, qui a accordé peu ou prou autant de matériel au Sénégal. On a également China Merchants, qui a offert des milliers de masques à Djibouti pour entretenir, pour alimenter un petit peu la relation sino-djiboutienne. Alors, je vais maintenant synthétiser cette première diplomatie sanitaire, donc la diplomatie des masques, par
plusieurs enseignements au nombre de 7 que je vais développer un petit peu. Donc, premièrement, on a eu la participation de villes, de provinces et même de l'armée populaire de libération à la fabrication, au conditionnement, à l'envoi et ou à la réception de ces masques, de ces matériels sanitaires, qui a été croisée avec celle d'entrepreneurs privés, donc d'entreprises privées. Donc, et cette participation, on va dire, publique a été importante, si ce n'est finalement essentielle à l'aide officielle, comme la participation des privés. Donc, on a vraiment un syncrétisme entre les deux. Donc, on se trouve un peu entre ouverture, protectionnisme, stratégie commerciale étatique. Et donc, ces groupes privés, là, je fais un focus plutôt sur les groupes privés, euh, qui sont souvent spécialisés par ailleurs dans les technologies numériques, comme on l'a vu, développent délibérément ou pas une politique de sécurisation et d'accès au marché africain, ici, comme internationaux plus généralement. Donc, en intervenant à la place et ou pour le Parti communiste, ces groupes privés mettent en œuvre une partie des prérogatives de l'État chinois, à savoir exercer une influence croissante sur les marchés et les prix, notamment. Donc, c'est un petit peu à l'image de ce que les groupes publics peuvent faire dans d'autres secteurs économiques, dont l'agriculture, que j'avais étudié personnellement. Donc, la latitude un petit peu accordée à Alibaba ou à la fondation Jack Ma, avant la disparition de son fondateur. Donc, cette latitude accordée à ces groupes privés est éventuellement liée à leur capacité à réagir efficacement et donc rapidement, mais incarne aussi, pour moi, les nouvelles orientations de la Chine depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Donc, ce faisant, le caractère hybride de l'aide n'est pas sans rappeler la complexité des formes de présence chinoise en Afrique, hein, et des contrats également gagnés en Afrique, réalisés sur le continent, y compris parfois dans le cadre de consortiums sino-occidentaux, etc., etc. Et puis également, ce n'est pas sans rappeler l'évolution endogène chinoise qui avait introduit, dès 1993, les statuts de société de capitaux dans le droit privé. Donc, ça, c'était mon premier point un peu long. Les autres sont plus rapides, plus brefs. Deuxièmement, donc, l'État a rapidement saisi l'enjeu commercial, voire stratégique, hein, des exportations d'équipements médicaux, puisqu'en parallèle des dons privés et publics, il a introduit de nouvelles règles en mars et avril, notamment 2020, sur 11 catégories de produits, dont les respirateurs, les masques, les thermomètres ou encore les gants. Et donc, au-delà, cette réponse normative est intervenue après les premières critiques occidentales et africaines aussi, hein, sur la qualité des matériels réceptionnés. Et elle a été suivie de nouvelles certifications nationales chinoises pour la fabrication chinoise ou d'origine étrangère en Chine de matériel sanitaire. Et d'ailleurs, je rappelle à l'occasion que durant Ebola, on a plusieurs pays africains, donc de l'Afrique de l'Ouest, hein, Libéria, Guinée, etc., qui ont refusé tout simplement des matériels chinois qui étaient considérés comme ne respectant pas les normes sanitaires internationales, qui sont d'une manière privilégiée, évidemment, occidentale. Donc, troisième point d'enseignement, on a une rapidité d'exécution, hein, qui, pour moi, ne peut être désolidarisée d'une certaine vocation de rattrapage, encore une fois, donc pour faire un clin d'œil à l'histoire chinoise également. À cette époque-là, mars, avril, juin, etc., 2020, la Chine a potentiellement mis en place un paravent afin d'améliorer son image un peu écornée par les premières semaines de la pandémie, de l'épidémie, caractérisée par des affirmations et ou des suspicions de mensonges sur l'émergence du virus et surtout la gestion de cette épidémie. Potentiellement encore, elle a également souhaité prendre le contre-pied des Occidentaux, davantage engagés sur le moyen terme, via notamment ce qu'a fait l'Union européenne, donc le fonds de soutien dit africain de 13 milliards de dollars créé par l'Union européenne donc, au printemps 2020, et qui est dirigé vers les conséquences économiques et sociales de la pandémie en Afrique. Alors, quatrièmement, la Chine n'a pas oublié hein, de répondre aux demandes africaines, alors à la fois urgentes, matériel, remise de dettes parfois, soutien financier, et puis tout en concurrençant l'Occidental sur d'autres temporalités. La Chine s'est notamment engagée à participer activement à l'autonomisation des systèmes de contrôle et de prévention des maladies, notamment au sein du CDC africain. Donc là, on est à l'échelle de l'Union africaine, pardon, mais également à l'échelle des communautés économiques régionales et même aux échelles nationales. Donc on a plusieurs types d'échelles qui sont concernées par l'aide chinoise, on va dire, à l'égard du continent africain. Cinquièmement, le gouvernement chinois a priorisé ses partenaires historiques
dans l'aide, donc notamment les États co-signataires de partenariats stratégiques, et puis les États membres des nouvelles routes de la soie, hein, tout simplement, soit les amis, si je reprends les mots de Xi Jinping, qu'il citait, enfin qu'il prononçait lors de la réunion virtuelle de l'Assemblée générale des Nations unies du 22 septembre 2020. Alors pour moi, c'est une manière de faire passer des messages à certains États peu enclins à reconnaître la Chine populaire, comme l'Eswatini, éventuellement Belize ou le Paraguay en Amérique latine, et puis également à des États peu enclins à rejoindre le programme des nouvelles routes de la soie, tout simplement. Donc, sixièmement, la Chine, à l'image de ses interventions économiques, donc je rappelle, investissement direct à l'étranger, aide, prestations de services, prêts, et puis à l'image également de ses flux commerciaux avec l'Afrique, a privilégié et concentré ses expéditions de matériel vers quelques partenaires privilégiés, qui sont d'ailleurs autant de puissances sous-régionales en général. Donc l'Éthiopie a fait figure de hub logistique. Et tout cela n'est pas sans rappeler évidemment les accointances politiques entre le régime chinois et celui d'Addis Abeba, dans lesquelles Ethiopian Airlines, propriété du gouvernement éthiopien et principale compagnie qui dessert à la fois la Chine pour l'Afrique et l'Afrique pour la Chine, a joué un rôle vraiment fondamental. Les diplomates éthiopiens eux-mêmes en fait ont assuré le service après-vente de la Chine en distribuant notamment en Côte d'Ivoire, par exemple, via l'ambassadeur éthiopien en Côte d'Ivoire, le matériel chinois. Et là, ce qui est assez étonnant, pour le coup, c'est que l'ambassadeur éthiopien a remis du matériel chinois donc à Mireille Dosso, qui n'est rien d'autre que la directrice de l'Institut Pasteur à Abidjan. Donc, en définitive, dernier point, la diplomatie des masques n'était que la première étape d'une plus grande stratégie ou solidarité, comme vous voulez, choisissez, puisque dès février 2021, la Chine déployait le second volet, enfin non, le deuxième volet, pardon, le deuxième volet, donc celui des vaccins, la diplomatie des vaccins. Donc cette diplomatie des vaccins, un peu comme celle des masques, a eu et a toujours, en fait, pour partie, l'objectif de corriger certaines défaillances et limites de la première diplomatie, donc des masques, sans pour autant, évidemment, rompre avec la rhétorique universaliste de Xi Jinping et de la Chine. Les vaccins chinois, ou le vaccin chinois, si vous voulez, se devant être un bien public mondial, comme l'a affirmé le président chinois, durant la 73e Assemblée mondiale de la santé en mai 2020. Donc, j'arrive à mon point 2 du C, la diplomatie des vaccins. Alors, là, on est moins d'un an après les premières livraisons de masques en Afrique. On est, pour être précis, le 6 avril, 6 février plutôt, 6 février 2021. Et donc, Ethiopian Airlines, encore une fois, réalise la première diffusion de vaccins Sinovac à partir de son centre logistique d'Addis Abeba, forcément. Alors, le fameux vaccin du peuple, avec des guillemets, approuvé par Bahreïn ou les Émirats arabes unis dès décembre 2020, regroupe en réalité au moins 5 entreprises, à la fois publiques et privées, chinoises. On a Sinopharm, on a CanSino Bio, on a Sinovac, associé à Anhui Zhefei, on a Longcom Bio et l'IMB-CAMS, donc en fait, l'Institut de biologie médicale de l'Académie des sciences médicales chinoises. Donc, ce vaccin du peuple, pour résumer, on a donc plusieurs vaccins, vous l'avez compris. Ce vaccin du peuple a depuis été distribué gratuitement ou pas, à de nombreux pays africains, notamment grâce à la validation de l'ONU et son inscription sur les listes d'approvisionnement, et puis ensuite par l'intégration de Sinopharm et de Sinovac, principalement, au sein du programme Facilité COVAX. Et donc, ce programme doit, en fait, et là je vais citer, garantir un accès juste et équitable pour tous les pays. Et donc, pour moi, ce sont autant de futures parts de marché acquises à la Chine, puisque les États africains se sont empressés de conclure des contrats bilatéraux, du coup, avec la Chine, après les premières livraisons gracieuses. Donc, un exemple, le cas du Zimbabwe, qui est assez évocateur. Donc, le pays d'Afrique australe, qui est, bon, on le sait, historiquement lié à la Chine, politiquement en tout cas, a commandé 2 millions de doses à Sinopharm après avoir obtenu 200 000 vaccins gratuits, premier vaccin gratuit. Mais par contre, devant le tollé, a dû faire marche arrière, le Zimbabwe, sur l'accord minier qu'il avait concédé aux entreprises chinoises et peut-être même aux autorités chinoises pour extraire le charbon issu de son parc de Wangé, un parc national préservé. Donc, en supplantant de facto les vaccins occidentaux, en Afrique en tout cas, la Chine est en passe, là je grossis un peu le trait, la Chine est en passe de réaliser ce que je vais appeler un succès industrielo-politico-sanitaire, qui nécessite tout de même d'être validé sur le moyen terme. On verra ça dans quelques mois.
Et donc, si la Chine y parvient, on aurait quatre principaux points, suivis d'autres évidemment, mais quatre principaux points qui pourraient un petit peu conditionner ce succès. Donc, premier point, les réticences occidentales, hein, à se faire vacciner par un produit chinois ou non occidental, si on intègre Sputnik ou d'autres. Deuxième point, les difficultés des vaccins chinois à passer la phase 3 dans les pays notamment, on va dire, riches, développés, de l'OCDE, etc. Donc, les essais réalisés à l'étranger, hein, pour la phase 3. Troisième point, les besoins internationaux que Pfizer ou AstraZeneca peinent ou peinaient en tout cas à combler à l'époque. Et puis, au moins, dernier point parmi d'autres, de l'incapacité des États africains à commander ou réserver des vaccins occidentaux, du reste trop chers, et puis surtout accaparés, hein, par ces mêmes États riches qui ne représentent pourtant que 13% de la population mondiale. Donc, pour moi, et en d'autres termes, pour résumer, en Afrique, la principale ou la seule prescription est la pauvreté. Donc, les populations africaines vaccinées par ce vaccin du peuple sont les plus mentionnées, en général, dans les médias ouest occidentaux, notamment les Français. Mais pourtant, et là je remercie Thierry Perrault qui m'avait envoyé ça, on a le China COVID-19 Vaccine Tracker de Bridge Consulting qui déconstruit un petit peu cette perception. En fait, le continent africain n'aurait en réalité reçu que 8% des vaccins chinois, un pourcentage équivalent aux achats africains de vaccins chinois. Et par contre, en revanche, l'Afrique représente 18% des dons chinois. Ce qui me fait dire quand même que les dons chinois de vaccins en Afrique génèrent une publicité à peu de frais. Alors, je disais qu'on a d'autres facteurs, les voici. Donc, pour moi, il y a d'autres facteurs qui favorisent un petit peu, de fait, le ou les vaccins chinois, dont les carences infrastructurelles africaines, qui limitent leur capacité à accueillir, à stocker, à diffuser les vaccins occidentaux, qui sont assez instables, et contrairement aux vaccins chinois, à virus inactivés, qui sont beaucoup plus faciles en fait à déployer et à transporter. Donc, on a d'autres facteurs, donc notamment l'extrême dépendance historique africaine, hein, vis-à-vis des produits pharmaceutiques en général. Et on a également le discours officiel chinois qui a fait du continent africain la région prioritaire, ça a été la première à être aidée, hein, la région prioritaire pour les autorités, et donc également, quelque part, pour les industriels, privés et ou publics chinois. Donc, la stratégie commerciale chinoise semble également beaucoup plus adaptée aux environnements économiques locaux, donc africains. Sinopharm, Sinovac et les autres signent des accords bilatéraux afin de produire in situ les doses nécessaires à la vaccination de la majorité de la population africaine. C'est le cas au Maroc, en Égypte et dans d'autres pays africains, dont l'Éthiopie, où les laboratoires chinois affirment accorder un transfert de technologie aux impétrants et également améliorer, et ça on peut être un peu plus sceptique, on va dire, améliorer les capacités nationales de production. Donc on va évidemment douter et à terme relativiser de ces transferts. La Chine et ses acteurs donc, poursuivent avec ces vaccins des méthodes fréquemment usitées, utilisées dans d'autres domaines, autrement dit le caractère lié de l'aide, puisque les dons chinois de vaccins sont parfois directement conditionnés à des essais cliniques comme le Maroc, et ailleurs au financement d'unités de production locales. Donc, les contrats et accords, bon, très peu transparents forcément, ont possiblement intégré des contraintes pour les gouvernements africains, vaccins contre contrats, vaccins contre achat de fournitures, vaccins contre achat de matériel, etc. À minima, les premiers dons de vaccins chinois ont permis aux autorités chinoises de faire la une de nombreux médias locaux, nationaux et internationaux. Et donc, on a une mise en récit, un narratif, qui sont également et forcément aussi mobilisés dans ce domaine sanitaire comme dans les autres. Et la Chine fait de nouveau passer un message aux pays africains, mais également aux élites africaines. Grosso modo, lorsque les Occidentaux faisaient preuve de patriotisme, de nationalisme vaccinal ou sanitaire, nous, les Chinois, on était là pour vous et vous n'auriez pas pu lutter contre la COVID-19 sans nous, sans les Chinois. Alors, même si c'est fondamentalement faux, le message plus ou moins explicite est puissant quand même de la part de la Chine et met en avant des concepts chers aux élites africaines, justement, autonomie, indépendance, solidarité. Exactement comme la mise en récit de Bandung, l'esprit de Bandung, etc. Alors, l'histoire ne dit pas encore, je n'ai pas du tout, moi, personnellement, le recul nécessaire, mais
L'histoire ne dit pas encore si pour l'instant, la Chine réussira à faire vacciner une majorité de l'Afrique et qui en ressortira pardon, par la grande porte. Mais effectivement, les messages véhiculés par la Chine durant ces 2 dernières années, on va dire, ont été assez intéressants à étudier. Donc l'histoire ne dit pas non plus qui paiera in fine les coûts de l'innovation induite par la mise sur le marché des vaccins, y compris chinois, et ni quel sera le bilan économique, social et même politique finalement au sein de ces pays, on va dire pauvres, pour résumer, qui doivent déjà assumer des choix difficiles dans l'allocation des ressources. Et donc maintenant, le vaccin, chinois ou autre, s'ajoute à cette complexe équation. Alors, plus certainement et plus généralement, en se positionnant sur ce vaste marché des pays émergents ou à revenus intermédiaires, etc., les laboratoires chinois développent une stratégie à rebours des firmes occidentales et de leur logique plutôt court-termiste. À l'échelle internationale, la concurrence ne s'arrête évidemment pas aux établissements états-uniens ou occidentaux plus généralement. On a l'Inde avec Covaxin et puis la Russie avec Sputnik 5, qui doivent également être vus comme des concurrents de premier plan, et la Chine, si elle ne parvient pas in fine à être considérée comme le leader international de la santé post-Covid, doit au moins l'être en tant que second, donc derrière évidemment ce que je vais appeler le complexe pharmacico-industriel américain. Donc, bien que je ne puisse pas les aborder ici, d'autres dimensions composent ce lucratif couteau suisse sanitaire qui est devenu la lutte contre la Covid-19, dont l'extension de l'influence, de diverses formes d'influence diplomatiques, normatives, politiques, voire également culturelles. On a également les stratégies commerciales, industrielles, ainsi que d'une manière un peu moins visible peut-être, des influences logistiques, des influences de transport, d'infrastructure, qui m'intéressent moi directement pour le continent africain. Donc, afin d'élargir un petit peu le spectre analytique, ce fameux vaccin du peuple n'est qu'un maillon finalement d'une grande chaîne où figurent entre autres le CDC africain, les systèmes de santé afférents, donc africains, et puis les ambitions chinoises, notamment sanitaires, qui sont incarnées par la fameuse route sanitaire de la soie. Donc, c'est mon dernier point. J'espère que je ne prends pas trop de temps, Thierry. Non, je vous en prie, c'est passionnant. D'accord, bon, je continue. On arrive plutôt à la fin, comme vous le savez. Donc, dernier petit point sur la route sanitaire de la soie. Donc, pour l'aborder, je ne vais pas mobiliser le soft power de Nike, bon, voilà, que je ne prends pas à mon compte, on va dire, en géopolitique, mais plutôt justement par ces diplomaties dites du masque, des vaccins, etc., qui pour moi font davantage partie finalement de stratégies géopolitiques sur différentes temporalités, donc court, moyen, long terme, et qui associe justement la diachronie de la politique sanitaire chinoise en Afrique, que j'ai rappelé dans les points A et B éventuellement, mais également les multiples représentations en fait, liées à cette dernière, à cette diachronie chinoise de la santé, ainsi que les conflits ou rivalités entre l'interne et l'externe. Donc, une question très simple, mais que tout le monde peut se poser, j'imagine, en parlant ou en écoutant ce qu'on peut dire sur le domaine de la santé chinois en Afrique. Alors, si les acteurs privés chinois ont été si prépondérants dans la livraison, on va dire, dans cette aide sanitaire chinoise, et ont parfois même d'ailleurs supplanté les publics, est-ce qu'il faut y voir une volonté manifeste de l'État chinois, donc une stratégie en la matière, une continuité à l'ère de Xi Jinping depuis 2013, ou bien même une certaine réticence des autorités chinoises à médiatiser par le biais des publics ces sacrifices, je mets des guillemets, lorsque la population chinoise était directement confrontée à des pénuries, à une contraction des activités économiques, voire un nationalisme sanitaire, etc. Et puis au confinement, évidemment. Donc, ce sont des questions qui sont intéressantes, mais je n'ai pas du tout, de même que tout à l'heure, la prétention d'y répondre. Alors, ces diplomaties de la santé sont de facto des outils géopolitiques de la santé. Et là, je vais reprendre justement une définition qui qualifiait la diplomatie sanitaire. Donc, selon la définition donnée en 2008 par Novotny, Kickbush et Leslie, la diplomatie sanitaire consisterait, donc je cite, en une activité politique qui répond au double objectif d'améliorer la santé tout en maintenant et en renforçant les relations internationales. Donc, cette définition, pour moi, n'est pas, ou plus en tout cas adaptée au temps de la Covid-19. Elle n'intègre ni les facteurs économiques, industriels et commerciaux, ni les rapports au territoire,
et encore moins les rivalités, les rapports de force, ainsi que les caractères multiscalaires et multiformes des stratégies chinoises en la matière. Donc, pour exemplifier un petit peu et rapidement mes propos, deux mini-études de cas qui vont porter sur les liens OMS-Chine et puis après sur le CDC africain. Alors, pour les liens OMS-Chine, je rappelle que, évidemment, l'actuel directeur général de l'OMS est Tedros Adhanom Ghebreyesus. Donc, c'est l'ancien ministre de la Santé, enfin, un ancien ministre de la Santé et des Affaires étrangères éthiopien. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, un ministre de la Santé et des Affaires étrangères de l'Éthiopie. Et donc, il a également été, ça, peut-être qu'on le sait un peu moins, il a été un ex-cadre du Front de libération marxiste-léniniste du Tigré, dont on parle beaucoup en ce moment. Et à l'époque, il fut soutenu par qui? Par la Chine, par Pékin, contre le gouvernement central d'Addis Abeba, évidemment, qui lui était soutenu par les soviétiques, comme ça a été plusieurs fois le cas en Tanzanie, en Angola, etc., etc. Donc, bref, cette opposition Chine-Russie, Chine-URSS, pardon. Donc, autrement dit, et d'une certaine manière, tout au long de sa carrière, il n'a eu de cesse de côtoyer les pouvoirs chinois, les autorités chinoises. Donc, il a été élu en 2017 à l'OMS, et il a succédé à qui? Une chinoise, Margaret Chan, dont le double mandat entre 2007 et 2017 a été soutenu, évidemment, par la Chine, ce qui est logique évidemment, mais lui-même a été soutenu par la Chine, c'est ce que je voulais dire. Je me perds un petit peu. Donc, Ghebreyesus a été évidemment soutenu par la Chine pour être élu en 2017. Bon, j'y arrive. Et donc, le double mandat de Margaret Chan, c'est ça que je voulais dire également, a permis d'atténuer, entre 2007 et 2017, toutes les critiques assez acerbes, assez dures à l'égard de la Chine, et notamment à l'égard de la gestion chinoise du SRAS entre 2002 et 2004. Et donc, ce pouvoir de cadrage, ou ce qu'on appelle framing power, pour reprendre les mots de Ralph Blazer, semble être une réussite, hein, peut-être pas totale, mais une belle réussite, en tout cas du côté chinois, si on considère la réutilisation, justement, par l'OMS et son premier représentant, Ghebreyesus, aujourd'hui, de la rhétorique et des représentations chinoises post-2017. Donc, c'était notamment le cas début 2020, en janvier 2020, lorsque l'OMS était en Chine et que finalement l'OMS a repris, et donc son premier représentant, Ghebreyesus, a repris justement mot pour mot quasiment les termes annoncés par le gouvernement chinois. Et en ne déclarant pas pandémie, l'épidémie qui commençait à se développer à Wuhan. Donc, à l'OMS, ce que je voulais dire également, c'est que Ghebreyesus s'est entouré d'un certain nombre de représentants chinois, pas toujours les meilleurs par ailleurs, qui sont à la fois directs comme indirects, on va dire. Donc, on a notamment la femme de Xi Jinping, donc Peng Lhuyan, qui a été nommée ambassadrice de bonne volonté à l'OMS. On a également eu, mais là on ne l'a plus, Robert Mugabe, ex-président zimbabwéen, évidemment, qui est resté seulement 5 jours en poste suite à la crise provoquée par sa nomination. On a également Jeanne Minghui, je ne sais pas si je le prononce très bien, désolé, M-I-N-G-H-U-I, R-E-N, qui est le sous-directeur général chargé de la couverture sanitaire universelle maladies transmissibles et non transmissibles, c'est un peu long. Et on a également, finalement, le sulfureux présentateur de télé de la CCTV, James Shaw, accusé de défendre et de promouvoir les activités du Parti communiste. Donc, en plaçant des proches du régime au sein des grandes institutions onusiennes, donc il y a l'OMS, mais d'autres aussi, la Chine évince Taïwan, même en tant qu'État observateur, et semble de mieux en mieux maîtriser les rivalités de pouvoir, y compris en Afrique, évidemment. Et donc là, je passe à mon deuxième petite étude de cas, le CDC en Afrique. Donc, dès 2015, après l'épidémie d'Ebola, l'Union africaine et la Chine ont signé un Memorandum of Understanding, MOU, afin que Pékin soutienne l'organisation africaine, donc l'Union africaine, dans la mise en place du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, donc le CDC régional. Donc, en plus de partenariats et de transferts techniques, de technologies ou de compétences, les autorités chinoises affirment financer la structure globale et ont proposé leur service afin de bâtir, en plus du CDC, les 5 centres de collaboration sous-régionaux, les CCR, qui sont donc en Égypte, au Kenya, Égypte, Kenya, Zambie, Gabon, Nigeria. Mais également pour soutenir les instituts nationaux. Donc là, on arrive à l'échelle nationale, Instituts nationaux de santé publique, INSP, et donc il ne resterait plus que les centres des opérations de réponse aux urgences sanitaires, les CORUS. Et là, la Chine aurait donc
quelque part un pied dans l'ensemble des échelles sanitaires africaines. Donc, le CDC, pour revenir à l'échelle de l'Union africaine, est installé à Addis Abeba. Et il a été construit, construit par la China Civil Engineering Construction Corporation. Et donc, le CDC, en développant, le CDC incarne en Afrique une tête de pont de la nouvelle architecture de santé globale qui produit veille et recherche, tout en développant évidemment cette politique sanitaire du continent africain. Donc, on n'en avait pas jusque-là véritablement. Alors, le CDC africain a été forcément assez influencé par le chinois, qui est pour le coup très vertical, très structuré, etc. Et donc, l'Africain reproduit une forme de verticalité qui reste compréhensible dans la lutte épidémiologique, ça c'est assez clair. Mais par contre, contrairement à d'autres continents ou pays, disons notamment occidentaux ou asiatiques, les États africains ont peut-être des difficultés pour justement mettre en œuvre une stratégie hyper structurée, hyper verticale. Et là, je parle évidemment du manque de moyens, à la fois en ressources humaines et en financement. Et donc, peut-être que l'Afrique aurait eu, au contraire, intérêt à développer plutôt une stratégie horizontale, en tout cas syncrétique un petit peu, de la sécurité sanitaire continentale. Et donc, évidemment, ce modèle serait inventé, mais en tout cas, ça aurait été peut-être plus légitime compte tenu des situations sanitaires locales, pour ne parler que de ça. Bon, bref, là, c'est une parenthèse. Bon, au-delà, on a Washington, les USA, qui sont largement opposés en fait au lancement trop rapide du CDC. Ils voulaient reculer la mise en place du CDC africain, surtout en Éthiopie, qui est un pays jugé, selon eux, trop proche des intérêts chinois. Et les USA, Washington, avaient d'ailleurs choisi Rabat, le Maroc, en fait, au lieu de Addis Abeba, estimant le risque d'espionnage par la Chine bien trop élevé, et prenant pour exemple, justement, le siège de l'Union africaine, qui a été financé et construit et espionné de 2012 à 2017 par les autorités chinoises. Donc, en privilégiant l'Éthiopie et quelques États africains, la Chine crée volontairement ou pas, à vous de voir, des rentes spatialisées qui s'auto-alimentent par cette extrême concentration des capitaux, des activités et des présences chinoises en Afrique. Donc, ces différentes polarisations par des places portuaires notamment, à part l'Éthiopie, ou des puissances régionales, Éthiopie, peuvent être perçues comme positives pour l'essor économique d'une partie du continent, entraînant théoriquement les autres États, on va dire moins développés, moins riches dans leur sillage, mais ne vont-elles pas, ces polarisations, entraîner plutôt une forme de différenciation territoriale assez brutale qui va délaisser en fait les territoires ruraux ou qui sont enclavés ou qui ne sont pas pourvus de ressources exploitables, notamment par les Chinois. Donc, d'autant plus que le projet des nouvelles routes de la soie contribue, selon moi, à accroître ces inégalités. Donc, c'est un projet qui, vous le savez, a été créé en 2013. Donc là, je vais pas revenir sur l'historique, on n'a pas le temps. Créé en 2013, mais par contre, pour le volet santé, c'est en 2015 que la Chine a commencé à y intégrer justement ce volet santé, donc 2015, notamment en décembre 2015, lorsque la Commission nationale de la santé chinoise a annoncé son souhait d'améliorer la coopération sanitaire au sein de BRI. Alors, désolé, je vais lire BRI pour aller plus vite, au lieu de nouvelles routes de la soie. Donc, l'officialisation a été actée par Xi Jinping le 23 juin 2016, lors d'un discours à l'Assemblée suprême d'Ouzbékistan. Donc, là, il va falloir couper le micro parce que là, ça va être compliqué. Je ne sais pas qui a allumé son micro. Bon, j'essaie de continuer quand même. Donc, on est en 2016 et donc Xi Jinping intègre définitivement le volet santé dans BRI. Un an plus tard, le 18 janvier 2017, excusez-moi, vous pouvez couper le micro chez vous là? Il est en coupure là. Avec le d'abord. Je ne sais pas qui a son micro allumé, je ne peux pas vous dire. Donc, on était en 2016. En 2017, le 18 janvier 2017, l'OMS et la Chine signent un protocole d'accord en vue d'un, je cite, un plan de mise en œuvre de la coopération dans le secteur de la santé d'une ceinture et d'une route. One Belt, One Road. Donc là, on est le 18 janvier 2017. Donc, selon Ghebreyesus, l'actuel DG de l'OMS, BRI, et là je vais le citer, serait non seulement un projet visionnaire, mais aussi une occasion offerte, je cite toujours, pour, je recite, instaurer la couverture universelle et échanger des expériences et promouvoir les meilleures pratiques
Donc, en somme, le premier représentant de la santé mondiale exhorte le monde entier, je cite, à bâtir cette route de la soie sanitaire tous ensemble. On dirait un slogan d'un match de football. Donc, la chronologie de cette route sanitaire de la soie m'interpelle énormément. Cette route sanitaire a été théorisée par l'équivalent du ministère de la Santé chinois, ensuite définie comme stratégie nationale par l'État chinois, pour devenir une orientation fondamentale de la politique étrangère chinoise, le tout étant institutionnalisé et internationalisé surtout par l'OMS. Donc, comme l'indique Antoine Bondaz, que je vais citer, c'est ainsi la première fois depuis 1978 que le MOU porte sur le rôle que peut jouer la Chine sur la scène internationale de la santé, et je rajoute, moi personnellement, et non l'inverse en fait. Et donc là, c'est quand même un changement de paradigme, une sorte de rupture dans les liens OMS-Chine et dans le rôle que peut jouer ou pas la Chine à l'échelle internationale en termes de santé. Donc, le 17 mars 2017, ça a été au tour de l'ONU, tout simplement, par la résolution 2344, d'intégrer en fait BRI au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, en tout cas d'adopter le projet BRI. Donc, partant, depuis 2017, depuis mars 2017, on a eu au moins 56 accords bilatéraux dans le secteur de la santé qui ont été conclus et annoncés. Notamment au sein d'un document cadre de la BRI publié en avril 2019. Et donc, on a des contrats qui ont été signés, évidemment, avec l'OMS, bon, on s'en doute, mais également ONU-SIDA. On a le Gavi, donc en fait l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, et on a également des fondations privées comme Gates, la fondation Bill et Melinda Gates. Donc, l'ensemble de ces coopérations avec des gros guillemets sanitaires, donc épidémie Ebola, VIH-Sida, PALU, médecine traditionnelle chinoise, mission médicale, etc., est également mentionné évidemment dans les plans d'action des FOCAC, des forums de coopération Chine-Afrique de 2015 et 2018, et dans les forums ministériels Chine-Afrique sur le développement et la santé. Enfin, et puis évidemment, BRI est naturellement mentionné dans ce que je vais appeler le document de combat dénommé Fighting COVID-19, China in Action, qui a été publié le 7 juin 2020. Donc, je pense que j'ai beaucoup dépassé, donc je vais conclure. Quelle conclusion apporter à tout cela? Pour moi, bon, BRI et la route sanitaire de la soie, son volet santé, notamment, augure un véritable changement de paradigme, certainement plus important en fait que le virage de 1982 pris par Zhao Ziyang sous Deng Xiaoping. Donc, l'aide au développement, son corpus idéologique, ses acteurs publics et ses moyens sont un petit peu marginalisés, en grossissant le trait, au profit de BRI, qui a l'avantage, donc le projet, de pouvoir intégrer toutes les modalités d'intervention chinoise, y compris notamment les capitalistiques, qui sont en Afrique particulièrement, non seulement différenciées en fonction des États récepteurs et des besoins chinois, mais qui impliquent également une ouverture et une intégration différentes, pour ne pas dire divergentes, pour ces mêmes États et territoires africains. Alors, ces interventions chinoises ne sont pas sans conséquences territoriales et économiques, et c'est évidemment tout l'intérêt que je porte à cette partie de la recherche sur les relations sino-africaines. L'autre avantage de BRI est de balayer large, en quelque sorte. Le projet permet de développer ou d'intégrer de nouveaux acteurs et de nouveaux domaines de coopération économique avec les pays africains concernés. C'est ainsi que la Chine et ses acteurs fournissent des services de soins, dont les solutions e-santé, des produits pharmaceutiques, des outils d'intelligence artificielle, tout en poursuivant des choses plus communes, on va dire, le financement, la construction, la gestion et parfois même l'exploitation d'infrastructures sanitaires physiques. Donc, c'était déjà le cas en fait, au milieu des années 2010, lorsque l'épidémie d'Ebola a éclaté en Afrique de l'Ouest. Alors, on a clairement une supply chain vaccinale entre public et privé, entre acteurs publics et privés chinois, qui devrait être intensifiée ces prochains mois et ces prochaines années, avec une division du travail un petit peu, production du vaccin globalement par le public, et puis distribution par les privés. La route sanitaire de la soie est donc aussi l'occasion d'internationaliser et de tester des entreprises privées chinoises, à l'image d'Afei Holding, qui a financé et construit et puis qui gère maintenant, en fait, depuis novembre 2019, l'hôpital général de la route de la soie à Addis, en Éthiopie. Donc, ce faisant, la pandémie de Covid-19 a, selon moi, un peu paradoxalement, accéléré la mise en œuvre de BRI et de son volet santé. Les distributions de matériel et de vaccins ont d'autres vocations, dont celle de la sécurisation de corridors, donc ici sanitaires, qui comportent également des infrastructures de production sociale et de communication, et donc partiellement financé et bâti par des acteurs
et travailleurs chinois, ces infrastructures, ces corridors serviront demain à diffuser les capitaux chinois, hein. Au-delà, ces corridors permettent également d'acheminer les marchandises, les technologies et les services africains ou chinois, tout en faisant remonter, d'un sens ou de l'autre, matières premières, produits semi-finis, technologies étrangères, etc., qui vont être nécessaires à la Chine, hein, dans un contexte économique un peu plus instable, qui vont être nécessaires pour mettre en œuvre justement les plans nationaux. Donc, je cite un 14e plan national, 14e plan quinquennal plutôt, 2021-2025, le Made in China 2025 ou le S3 China 2030. Je vais pas jusqu'en 2050 quand même. Donc, ainsi, BRI en 2013, Ebola 2014-2015, et puis la Covid, notamment, ne sont que des exemples récents de l'intention chinoise plus ancienne d'influencer les normes internationales, y compris les sanitaires, on l'a vu un petit peu, ou celles liées à la sécurité non traditionnelle. Donc, je crois que s'efforce de faire la Chine, hein, depuis le début des années 2000, à travers la lutte mondiale contre le SRAS. Son rôle central en 2005, je ne l'ai pas nommé, mais c'est important, son rôle central lors des négociations de révision du règlement sanitaire international, IHR, contre la grippe aviaire, ensuite, entre 2003 et 2008, Ebola 2014-2015, Zika 2016, Covid-19 depuis 2020. Donc, en guise de conclusion finale, je m'arrête là. Je pense que la Covid-19 a été un formidable accélérateur, hein, je l'ai déjà un peu dit, alors que les investissements chinois devenaient relativement faibles au sein du projet BRI, critiqué et qui lui-même végétait un petit peu depuis 2017, eh bien, la pandémie a permis au gouvernement chinois et à tous ceux qui se retrouvent en lui de développer une campagne de communication planétaire adossée au récit de BRI. Je vais citer quelques mots: connectivité, intégration, lien entre les peuples, coopération, environnement harmonieux, communauté mondiale de destin, partagée, etc., etc. Donc, dans la rhétorique, l'aide au développement n'est plus, c'est BRI en fait BRI et ses déclinaisons, dont la route sanitaire, hein, qui sont omniprésents, omnipotents peut-être également, et in fine décisifs. Ce changement de paradigme permet d'intégrer les innombrables entreprises à capitaux privés qui patientaient un petit peu derrière celles à capitaux publics, historiquement privilégiées par le parti, et puis également d'intensifier les stratégies commerciales supportées donc par le politique. Parts de marché, nouveaux marchés, normes, standards, futurs prêts reliés aux infrastructures africaines et évidemment aux prestations de services chinoises réalisées en Afrique, biotechnologie, 5G, j'en passe. Donc, on a des acteurs privés, désormais armés en quelque sorte, et validés par le gouvernement, qui travaillent de manière syncrétique avec le public, spécifiquement donc, en Afrique, où le corridor Chine-Addis est désormais pleinement opérationnel. Et donc, pour les multiples acteurs chinois présents ou intéressés par le continent, la fameuse spatialisation de la rente Covid ne fait, en tout cas selon moi, que commencer. Donc voilà, j'en termine ici, Thierry, et je vous redonne la parole. Écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, Xavier, pour cet exposé. Comme je disais tout à l'heure, ça a été absolument passionnant. Et pour réussir à réagir par rapport à la masse d'informations que vous venez de nous soumettre, c'est assez difficile, surtout qu'il nous reste quand même pas beaucoup de temps. Mais disons que alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que malheureusement, j'ai commencé trop tardivement à enregistrer votre intervention. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette difficulté à penser à enregistrer les séances. Ça a été au moment où vous avez repris votre phrase, à un moment tout au début. Bon, j'essaierai quand même malgré tout de sauver ce qu'il y a à sauver pour le mettre en ligne. Alors, votre exposé, bon, il y a effectivement deux parties qui sont très distinctes. Dans la première partie, il y a un élément où, en fait, vous redécrivez tout le drame de la recherche sur les relations que la Chine peut entretenir avec l'Afrique. Alors que vous essayez de décortiquer les données relatives à la politique sanitaire, à essayer de la chiffrer, finalement, on est toujours dans le même... dans la même situation où la seule chose dont on se rend compte, c'est qu'on ne sait pas trop et on n'a pas les moyens de savoir. Et ça, je crois que c'est, si au début, ce n'était pas trop important parce que, quand je dis au début, c'est-à-dire qu'il y a 5 ou 10 ans, parce qu'on pouvait espérer que les choses allaient se décanter et l'attitude à l'époque de la Chine, qui était une attitude encore relativement ouverte, bon, on pensait qu'il y allait y avoir une socialisation de la Chine
aujourd'hui, comme il y a plutôt au contraire une tentative de refermement, de renfermement de la Chine sur elle-même, cette situation devient assez, assez difficile d'en voir quel sera l'avenir, mais surtout, j'ai peur que ça puisse jouer contre la Chine elle-même. La participation d'un pays à l'activité de la planète exige pas forcément une ouverture totale, mais le fait d'avoir un langage commun. Or là, il y a un encouragement à un langage qui ne soit pas un langage commun. Et quand on parle de normalisation, effectivement, les normalisations, elles se font au niveau technique, hein, c'est-à-dire que la Chine est capable de participer à des forums pour fixer des normes techniques. Elle est capable elle-même d'imposer des normes techniques, ce qui est tout à fait normal, mais disons que ça ne va pas au-delà de la définition des normes techniques, ou bien alors on a un discours qui est un discours frontal d'opposition sans discussion sur ce que j'appellerais des normes de vie en commun. Mais ça, c'est donc on est toujours, vous nous montrez de nouveau que même lorsqu'on prend une base aussi conséquente que la base Head-Data, que l'on peut utiliser dans tous les sens, c'est-à-dire que celui qui veut en sortir des éléments strictement positifs et oublier les éléments négatifs le peut, et inversement. Donc, il y a un certain objectif. Mais le résultat, c'est que lorsqu'on veut mettre tout relativiser et interpréter, finalement, on s'aperçoit que l'on est un petit peu bloqué dans notre démarche et dirons-nous, c'est finalement aujourd'hui, alors que j'ai commencé à m'intéresser à la Chine-Afrique, aux relations entre la Chine et l'Afrique en 2009, j'ai l'impression d'être toujours à peu près au même niveau de ce point de vue-là. Ça, c'est assez catastrophique, et du point de vue scientifique et du point de vue politique. Alors, l'autre élément qui m'a bien particulièrement intéressé, c'est lorsque vous avez évoqué l'intervention de Jack Ma et des entreprises privées. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, d'une part, qui est nouveau, mais qui mériterait très exactement une étude beaucoup plus fine. Parce que vous avez énoncé un certain nombre d'entreprises en dessous, dont Huawei, hein, qui est en fait une très grosse entreprise, mais Huawei, on sait qu'ils ont une attitude, ils ont assimilé le mode de fonctionnement des entreprises occidentales, et donc ils reproduisent, c'est quelque chose, c'est dans leur gène. Hein, ça, il n'y a plus de problème. Mais à côté de ça, vous avez deux petites entreprises qui sont citées, c'est Huatian, qui est un fabricant de chaussures. Alors, le patron est quelqu'un de très astucieux, qui sait très bien s'entourer, mais c'est de la PME, hein, même au niveau de la Chine, même au niveau de l'Europe. Hein. Et de l'autre côté, vous aviez aussi Humanwell, qui est aussi, il s'appelle fabricant de produits pharmaceutiques. En fait, il met qu'on s'appelle, des poches d'eau pas de distillée. Comment ça s'appelle ce produit pour perfusion pour les personnes avec du sucre de glucose, etc. Hein, c'est ce qu'il fait. Alors, lui, il a commencé au Ghana, il s'est installé après ça en Éthiopie. On a fait beaucoup de bruit, mais ce sont des tout petits. Hein. Mais c'est intéressant de voir que ces gens-là sont là. Et cette alliance involontaire, hein, avec Jack Ma, qui, lui, il n'intervient pas en tant qu'industriel ou qu'entrepreneur, mais en tant que personne à la tête d'une fondation. C'est vraiment quelque chose qui est absolument passionnant. Et c'est passionnant, c'est une porte d'entrée de l'analyse de la Chine qu'il faudrait absolument entreprendre. Pourquoi ces gens tout d'un coup se mettre partir dans cette direction sans que ça soit impulsé de Pékin? Hein. Comment un type comme Jack Ma qui est parti là, après ça, est-ce que les difficultés qu'il a rencontrées ne sont pas précisément dues au fait qu'il ait tenté de jouer les Bill Gates à sa façon? Ce sont des éléments qui sont, à mon sens, tout à fait passionnants, hein, et qui mériteraient un travail très, très, très profond. L'autre élément aussi qui m'a intéressé, indirectement, que c'est assez relié, c'est le fait que c'était l'occasion de tester ce que vous avez appelé des corridors électroniques, et qui est quelque chose qui est en train de se mettre en place progressivement depuis déjà quelques années, mais qui pourrait prendre des dimensions, qui pourrait
nous amener à réinterpréter des éléments qui ne sont pas électroniques, mais qui sont purement physiques. Si vous voulez, pourquoi s'installer en Éthiopie et non pas à Djibouti? Pourquoi avoir un chemin de fer et pourquoi ne pas avoir conçu les choses d'une façon différente? Or, si on prend l'analyse qui est faite des zones économiques spéciales, on s'aperçoit que les zones économiques spéciales chinoises créées à l'étranger ne sont pas des zones, dirons-nous par exemple éthiopiennes, mais sont un prolongement, conçues comme un prolongement des zones économiques spéciales en Chine. Et donc, de ce fait, vous avez ici un espèce de continuum, et ce continuum ne peut être qu'appuyé par le développement de plateformes électroniques, de commerce électronique et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que ça amène une réinterprétation de ce que les Chinois appellent le modèle de Choco, hein, qui aurait été le modèle à l'origine des zones économiques spéciales en Chine, mais qui aujourd'hui en est arrivé à sa 4e version 0.4, et qui serait une version fondée sur l'électronique, c'est-à-dire avec des zones économiques spéciales qui se trouvent dans une totale autre dimension. Et à ce moment-là, le rôle que peuvent avoir les zones économiques spéciales, avec tout le discours qui était l'aide, on apporte l'exemple chinois pour aider développer les pays, prend une dimension totalement autre. Ce n'est pas l'aide au développement des pays, mais c'est la prolongation des territoires dans lesquels la Chine se développe, hors de toute contrainte fiscale, administrative et financière. Et ça, c'est aussi un aspect qui peut être… je pense qu'aujourd'hui, la réflexion qui est menée sur ce qu'on appelle par ailleurs la route numérique de la soie sont encore beaucoup trop embryonnaires et sont beaucoup trop centrés sur l'aspect numérique, électronique, commerce électronique, alors que ça peut avoir une dimension économique et politique beaucoup plus large et beaucoup plus importante. Alors, si vous voulez, je ne vais pas monopoliser davantage la parole. Vous avez une remarque à faire ce que je viens de dire, ou bien vous voulez qu'on passe éventuellement aux questions des uns et des autres? Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de réponses. Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de mentionner. Donc, ce sont des sujets passionnants, mais là, il faudrait vraiment se donner les moyens et le temps nécessaires pour les mener jusqu'au bout. Certains sujets méritent d'être sinophones par ailleurs, notamment pour tout ce qui touche aux entreprises privées. Après, d'un point de vue géopolitique, géographique, forcément, moi aussi, les corridors m'intéressent au premier plan, notamment ce on mentionne sous le vocable continuum, un petit peu spatial, etc., le lien entre ZES, corridor, etc., etc., et les plateformes électroniques. Donc, non, honnêtement, je n'ai pas beaucoup de réponses à apporter. Et puis, simplement aller dans votre sens en disant que c'est très, très complexe, toujours complexe d'extraire les données déjà, de les analyser et de les dépouiller, d'exploiter d'une manière fine ces données, parce que finalement, on n'arrive jamais à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire en fait différencier, séparer les modalités d'intervention chinoise. Et à chaque fois, on se retrouve avec un globi-globa de données qui s'enchevêtrent, mais qui ne représentent pas du tout les réalités, quoi. Et c'est là la difficulté, effectivement, pour la Chine et pour ceux qui s'intéressent à la Chine, de comprendre les différences entre une intervention chinoise A et une intervention occidentale A, quoi. Et pareil pour la B, pareil pour la C, jusqu'à X, Y, Z, quoi. Et donc là, on ne peut pas les comparer à chaque fois parce que forcément, la Chine va tout mettre dans le même panier, ou aussi des collègues universitaires ou des think tanks ou autres vont également tout mettre dans le même panier. Et donc, pour nous, ça complexifie encore plus notre recherche, quoi. Donc, je peux aller que, évidemment, dans votre sens. Donc là plutôt la parole. J'ai vu que Alain Gascon… J'arrive pas à lui donner la parole. À qui a… Alain Gascon qui voudrait intervenir. Mais… Ben oui, oui. Ah, voilà, ça y est. J'ai mis mon micro, ça va mieux. Ouais. Oui, ça va mieux. Oui. Bon, je voudrais féliciter Xavier pour son travail, que, hélas, je n'ai pas pu prendre au début, et j'en suis vraiment navré. Et je voudrais faire plutôt des questions, faire quelques petites remarques. Bon, d'abord, j'ai vu arriver les baskets chinoises et les chemises chinoises sous Haïlé Selassie. Donc, c'est une très vieille histoire. Et récemment, enfin il y a 3 ans, lorsque je suis allé en Éthiopie, on m'a appelé non plus Farange, étranger, mais on m'a appelé China.
Hein, vous voyez, j'ai été appelé China par des gamins. Alors maintenant, le fameux secrétaire général de l'OMS s'appelle Théodros. Hein, c'est son nom. Adhanom, c'est son père. Et Ghebreyesus, ce doit être son grand-père. C'est un Tigréen. Alors c'est sans doute, d'ailleurs, actuellement, avec la guerre, c'est un problème qu'il va avoir à résoudre. Bon, je dois vous dire aussi que l'espionnage de l'Union africaine, c'est quelque chose qui a profondément choqué l'opinion éthiopienne. Bon, je n'ai pas parlé à des paysans, mais enfin, si vous voulez, dans la capitale, les gens un peu éduqués, etc., ça réveille la vieille méfiance des Éthiopiens vis-à-vis des étrangers qui sont des gens qui cherchent à les espionner. Alors, je dirais aussi que j'ai appris, et ça ne m'a pas tellement surpris parce que je suis passé plusieurs fois en justice en Éthiopie, que les firmes chinoises avaient été traînées devant les tribunaux éthiopiens et qu'on leur avait infligé des pénalités pour des retards et des manquements à divers choses. Les Éthiopiens n'ont pas tellement peur. Ensuite, à propos du chemin de fer, bon, certes, il a été édifié par des entreprises chinoises, il est régulé aussi par des entreprises chinoises, mais jusqu'en 2023. Et j'ai su par, comment dirais-je, des relations que je peux avoir à la SNCF, que la SNCF avait été approchée par les Éthiopiens pour s'occuper de la régulation du chemin de fer une fois que les entreprises chinoises seraient, disons, hors jeu. Bon, c'est peut-être une réminiscence du vieux chemin de fer du temps de Ménélique. Ensuite, je dirais que les réactions de la population à Addis Abeba, il y a 3 ans, je me suis promené dans Addis Abeba, j'ai regardé les chantiers avec un de mes collègues, on a essayé un petit peu de se renseigner, bon, on se débrouille un peu en amharique, ça peut aider, mais les chantiers où il y a des entreprises chinoises de construction à Addis Abeba sont des chantiers très sévèrement gardés. Il y a des barbelés partout et la main-d'œuvre chinoise ne se mélange absolument pas avec la main-d'œuvre éthiopienne. Les Éthiopiens sont extrêmement choqués. Ça leur rappelle quelque chose qu'ils ont bien connu, c'est-à-dire lorsque les entreprises soviétiques ou institutions soviétiques sont venues s'installer en Éthiopie. Et il y a la même réaction de rejet parce que les Chinois ne se mélangent pas avec les Éthiopiens et ça pose beaucoup de problèmes. Alors, bon, ce sont quelques remarques que je fais maintenant. Si vous voulez, c'est un petit peu, je mets le miroir du côté des Éthiopiens, hein, et qui sont des clients un petit peu difficiles que je connais un petit peu. Bon, naturellement, ces remarques sont sans doute déjà en retard par rapport à l'actualité, puisque vous savez que la guerre en Éthiopie a pris une dimension tout à fait nouvelle. Et je vous avoue que je ne sais pas très bien comment est-ce que les Chinois vont essayer de se débrouiller dans cet imbroglio qui ravage actuellement l'Éthiopie. Merci encore, Xavier. Non, merci Alain. Non, c'était des remarques intéressantes. Bon, j'ai notamment retenu évidemment la SNCF parce que on a quand même beaucoup lu, échangé sur ce fameux chemin de fer. Mais c'est vrai que les autres remarques étaient aussi très très intéressantes. Et puis ça, évidemment, ce sont des remarques qui viennent peut-être pas d'un terrain très récent, mais en tout cas qui viennent quand même plutôt du terrain, donc c'est toujours dans le bon sens. En tout cas, si ça s'avère vrai, et s'ils vont jusqu'au bout, les Éthiopiens, ce serait éminemment intéressant de regarder comment la SNCF va gérer cette passation de pouvoir. Ça, ce serait vraiment très, très intéressant. Et ça serait lié également au fait que la CMA-CGM aurait été contactée pour participer à la gestion de l'ensemble. Donc, il y a quelque chose là et derrière ça, ça serait la China Merchants Port, qui est à Djibouti, qui serait l'initiateur de ce renversement. Ouais. Il y a une très grande tradition en Éthiopie qui a été inaugurée par Ménélique, qui est de ne pas dépendre d'une seule puissance étrangère. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est le gros reproche qu'on a fait à Mengistu lorsqu'il était au pouvoir, c'était de se tourner essentiellement vers le camp socialiste, pour dire les choses.
Et donc, là, vraiment, chez les Éthiopiens, c'est une volonté de diviser pour régner, d'une certaine façon. On divise les chantiers pour mieux les contrôler, pour mieux contrôler les étrangers. Qui voudrait poser une question? Moi, j'ai plusieurs questions. Pareillement, je vous remercie pour votre présentation. Xavier, vous entendez là? Oui, oui, très bien. La première, qui est peut-être la plus précise et peut-être aussi la moins intéressante, c'est que j'ai vu dans votre diaporama une différence entre outils et instruments. Et je sais pas comment comprendre cette différence et je suis intrigué. Ensuite, dans votre préambule, vous avez mentionné que vous ne travailliez pas du tout sur la santé avant. Et méthodologiquement, j'aurais voulu comprendre comment on change d'objet, même si vous travaillez sur les infrastructures, mais comment on se lance dans une nouvelle approche et quelles complications ou quelle curiosité ça implique. Et enfin, sur la question des chiffres, notamment des projets, certains étaient chiffrés, certains non. Est-ce que vous avez eu une hypothèse sur le choix de chiffrer certains et d'autres de garder secret les chiffres ou alors de ne pas produire des chiffres? Et qu'est-ce que ça pourrait dire justement qu'est-ce que ce choix, est-ce qu'on peut en déduire? Ah oui, d'accord. Alors, je vais répondre dans l'ordre. Alors, la différence entre outil et instrument, un outil, je ne sais pas, vous allez dans un garage automobile, il va y avoir des outils pour réparer la voiture. On ne parle pas d'instrument. Instrument, c'est plutôt un terme politisé, en quelque sorte. En fait, on va utiliser l'outil d'un point de vue politique. C'est mon point de vue, en tout cas. Tout le monde n'est pas obligé de partager mon point de vue. Mais quand je dis instrument, c'est plutôt quelque chose qu'on utilise politiquement, en fait. Donc, qu'on instrumentalise, en fait. Ensuite, pour la santé, en fait, je vais travailler sur des domaines, mais après, je ne suis pas un grand spécialiste de ces domaines-là, donc l'infrastructure, l'agriculture, etc. Donc, je vais mener des petites recherches, on va dire, à mon niveau sur ces domaines-là. Et en fait, la santé, que je travaille sur la santé, l'agriculture, l'infrastructure ou autre chose, finalement, c'est un peu pareil. La trame de recherche est un peu semblable. Finalement, c'est juste la thématique qui change de mon point de vue, quoi. Donc, demain, je pourrais travailler sur, je ne sais pas, le développement social ou l'autonomisation des femmes. Pour moi, ça ne changerait pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a peut-être une appétence particulière pour l'un des domaines, etc. Mais en fait, globalement, la méthode empirique, s'il y en a une, et la méthode théorique ne changent pas beaucoup, quoi. En fait, on s'adapte au sujet de recherche. Permettez-moi de vous interrompre. En fait, il ne s'intéresse pas aux conséquences de la santé ou aux problèmes médicaux. Il s'intéresse à la façon dont cette question est abordée politiquement ou économiquement. Est-ce qu'on met de l'argent, est-ce qu'on investit, etc. Donc, en fait, c'est effectivement ce qu'a dit Xavier, c'est la méthode d'approche est la même. Et donc, comme nous sommes tous faits à peu près de la même façon, il y a tout d'un coup un sujet qui vous happe. Exactement. Exactement. Et après, alors pour chiffrer, j'ai compris en fait à la fin ce que vous vouliez dire, c'était pour la base de données. Non, mais en fait, la base de données est aussi, oui, la base de données est dans les livres blancs aussi. Je ne sais pas s'il y a des chiffres dans les livres blancs que vous avez pu éplucher. Ouais. Bon, pour la base de données, c'est assez simple malheureusement. C'est parce que ceux qui ont alimenté la base de données n'ont pas eu accès aux chiffres. Et donc, ils n'ont pas pu les répercuter et ou les croiser avec d'autres chiffres. Et donc, ils ont soit préféré ne pas mettre les chiffres qui potentiellement étaient faux, ou alors ils n'ont pas eu accès aux chiffres, tout simplement. Et après, pour les livres blancs, oui, il y a des chiffres. Après, je ne suis pas chinois et encore moins membre du Parti communiste. Alors, je ne peux pas vous dire comment ils rédigent ces documents, dans quel cadre, comment c'est relu, par qui, par combien de fois, etc. Et quelles sont les coupures, en quelque sorte, comment on appelle ça, le contrôle qui est exercé sur les documents. Je ne peux pas vous dire. Donc, est-ce que c'est le ministère des Affaires étrangères qui les publie, qui les rédige plutôt? Est-ce que c'est plutôt un ministère de type MOFCOM du commerce ou d'autres ministères, des finances peut-être? J'en sais rien. Donc là, en fait, nous, on n'a que le rendu final. On n'a pas toute la méthodologie justement de rédaction et de publication du document. Donc, je ne peux pas vous dire pourquoi certains projets sont assez chiffrés et assez précis et d'autres ne le sont pas du tout, quoi. Alors ça, je ne peux pas du tout vous dire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une réponse. Oui, en fait, la question des chiffres, c'est une question qui est très, très complexe. Et ce n'est pas uniquement un problème chez nous.
Alors déjà, du point de vue du côté chinois, il y a une chose dont il faut se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas forcément une centralisation des données. Ce qui fait que, parce que en ce moment je travaille précisément sur cette question-là, les zones économiques spéciales, si vous voulez avoir une liste des zones économiques spéciales en Afrique, vous avez une liste de 4 zones et vous en avez une liste de 45 et vous avez une déclaration comme quoi il y en a plus de 50. Bien. Et après ça, le problème, c'est que quand vous trouvez ces listes, il faut réussir à vérifier que ce sont bien des zones économiques spéciales. Et là, vous avez un autre problème qui va apparaître, c'est quelle est la définition que vous allez donner de ces zones économiques spéciales. Est-ce qu'une zone économique spéciale, c'est une zone ouverte à des entreprises ou bien si c'est une enclave réservée à une entreprise? Est-ce que le secteur agricole peut aussi prétendre? Donc, vous avez toute une série de choses qui se mélangent. Or, vous n'avez pas une liste officielle chinoise qui dirait voilà ce que nous considérons comme des zones économiques spéciales et qui permettrait d'avoir, encore une fois, un discours sur une base commune. C'est-à-dire qu'on peut en discuter de la légitimité, mais au moins chacun sait de quoi on parle. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est, comme je vous disais, ce n'est pas toujours le fait de la Chine. Et là, l'exemple le plus flagrant, c'est le problème de l'endettement. Le problème des dettes que peuvent avoir les pays, ni le débiteur, ni le créditeur n'ont intérêt à ce que les conditions des prêts soient connues. Bien. Pourquoi? Parce que si le débiteur divulgue les conditions de ses prêts, il va perdre son pouvoir de marchandage vis-à-vis des autres éventuellement bailleurs de fonds. De même que les bailleurs de fonds, eux, ils doivent se refinancer. Et donc, en fonction des éléments qu'ils vont fournir sur les crédits qu'ils ont distribués, les refinanceurs vont pouvoir évaluer sa crédibilité et également, ils vont perdre une partie de son marchandage. Donc, ce qui fait que vous avez une situation où vous avez, indépendamment de questions qui sont proprement chinoises, une opacité proprement chinoise, vous avez une opacité générale qui fait que les données ne vont pas toujours être disponibles. Alors, l'opacité chinoise, elle peut résulter aussi pour des problèmes de relations internes, c'est-à-dire que les différentes institutions financières ne dépendent pas forcément des mêmes ministères. Donc, il n'y a pas de communication qui se fait au niveau il n'y a pas d'agrégation. Donc, si vous voulez, c'est un problème qui est excessivement complexe. Par ailleurs, là, pour l'histoire de l'aide, qu'est-ce qu'on va chiffrer? Parce que, effectivement, quand vous avez de l'argent qui est attribué, à ce moment-là, vous avez une enveloppe qui est visible. Mais lorsque vous avez des médicaments, à quel montant vous allez les chiffrer? Au prix d'achat? Au coût de fabrication, au prix du marché? Qu'est-ce que vous allez inclure le montant des frais de transport, etc. Bon, donc si vous n'avez pas une centralisation ou si vous n'avez pas des normes très claires et qui soient acceptées par tout le monde, ça devient très, très difficile. Et le travail que fait une base de données comme EdData, c'est une volonté qui est tout à fait louable, c'est de vérifier toutes les informations qu'ils énoncent. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont dit que c'était tel chiffre, ça veut dire qu'ils ont à 90% la possibilité de démontrer que c'est bien ce chiffre-là. S'il tombe à 50%, à ce moment-là, il ne le note pas. Et il faut voir aussi quelles sont les sources d'informations que nous avons à propos des relations Chine-Afrique. C'est bien souvent ce qui est dans la presse. Alors, s'il y a une chose qui est pire que tout, ce sont les nouvelles qui sont diffusées dans la presse. La première fois où je me suis rendu compte de l'énormité de la chose, c'est à propos des FOCAC, lorsqu'on annonçait, que la presse annonçait que la Chine allait investir 60 milliards de dollars en Afrique. Quand on allait dans les sources chinoises, ça n'a été jamais dit, ça. Ils disaient qu'ils ouvraient des lignes de crédit pour les entreprises chinoises et pas qu'ils investissaient en Afrique. Bon. Mais c'était le chiffre qui était repris. Alors, vous comprenez que quand on arrive à décortiquer et à relativiser ou à vérifier ces chiffres, on peut avoir des chiffres relativement fiables, mais dans la majorité des cas, ça devient que c'est quelque chose qui est absolument impossible. Donc, on a des trous énormes. On avait 2 questions, Thierry. Hicham oui. Et Bibo. Eh bien, Hicham, allez-y. Oui, vous avez pris la parole, c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien, Hicham.
Merci à Xavier pour l'exposé, c'était très intéressant. Merci aussi à Thierry pour l'organisation. Je vais essayer d'être bref, puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps. En fait, ce qui m'intéressait dans la présentation, c'était de voir un peu l'engagement qui a été pris par les entreprises chinoises, qu'elles soient publiques ou privées, bien que pour les privés, que ça soit une nouveauté. En Algérie, par exemple, il y a eu pas mal de géants de BTP, notamment la CRCC et la CSEC, la China State Constellation, qui est celle qui avait construit la mosquée d'Alger, qui était quelque part un peu les ambassadeurs dans cette opération d'aide médicale, donc avec des masques, des respirateurs, mais aussi d'autres équipements. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres cas comme ça, où des entreprises de BTP, elles ont contribué dans d'autres pays africains, ça d'une part. De l'autre, est-ce que Xavier, tu n'as pas constaté aussi des écarts entre les promesses qui sont faites par les officiels chinois et les aides qui sont en fait arrivées sur le terrain? Parce qu'en Algérie, je ne sais pas si vous avez lu qu'il y avait cette promesse aussi de construire un hôpital, donc ça ouvre un autre volet, un autre dossier. Il y a eu aussi la promesse d'envoyer plusieurs équipes médicales, mais au final, il y en avait qu'une vingtaine de personnes, de médecins et d'infirmiers qui sont arrivés sur le terrain. Donc voilà, c'est ma deuxième question et je m'arrête là. Merci. Voilà, Hicham, je ne pourrais pas te répondre d'une manière très précise, parce que là, pour être honnête, j'ai manqué de temps pour vérifier un petit peu tout d'une manière fine tes questions. Tout ce qui concernait justement ce qui avait été reçu ou pas par les pays africains, ce qui avait été proposé, alors là, c'est encore plus compliqué pour le connaître. Bon, je me rappelle quand même d'une chose, et c'est qu'au Maroc, la Chine avait prévu d'envoyer un certain nombre de vaccins, et que finalement, la Chine a fait marche arrière et a vendu ces vaccins, à un pays européen qui, du coup, avait augmenté l'offre. Et donc là, ça avait fait un petit peu de bruit au Maroc. Mais après, je ne peux pas vraiment te répondre sur ces points-là, qui sont pourtant hyper intéressants. Mais là, il faudrait vraiment, il me faudrait beaucoup plus de temps, quoi. Ou mener ça collégialement, collectivement, parce que sinon, je n'aurais pas le temps tout seul. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de prendre un pays. Alors moi, ça serait peut-être plus l'Afrique de l'Ouest, mais Algérie pour toi, par exemple, et de regarder est-ce que les annonces ont été validées ou pas, et si oui, à quelle teneur, quoi. Est-ce que 100% des matériels ont été envoyés et réceptionnés ou pas, ou si c'est 10, 20, 50, etc. Donc effectivement, ce serait hyper intéressant. Et puis après, pour la première question, oui, il y a à Dakar, au Sénégal, Renan Construction qui a envoyé des matériels. Donc j'imagine que dans d'autres pays africains, ça a été la même chose. Après, c'est pareil, je n'ai pas beaucoup vérifié. Huawei a envoyé des choses également dans certains pays. Bon, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a un siège globalement à vocation régionale de Huawei. Donc voilà, il y a des pays qui ont été ciblés par certaines entreprises publics ou privés et qui ont envoyé des matériels, mais après, il faudrait vraiment mener une étude, pas exhaustive, mais en tout cas assez complète sur le sujet pour avoir des réponses fines, pour avoir vraiment des vraies réponses. Merci, merci beaucoup. Merci à toi, Hicham. Maintenant, on va demander à Bibo, il ou elle, d'intervenir. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Oui, bonjour à vous tous. Je vous appelle, on va dire, depuis Dakar. J'ai été invité par quelqu'un de votre institut que je remercie au passage. Moi, c'est Dr Habib Amoussa, je suis médecin, je suis écrivain et je valorise la médecine traditionnelle africaine sur ma chaîne YouTube, Dr Habib TV. Et donc, je remercie M. Xavier pour son exposé. Alors, moi, j'ai 3 questions. Est-ce que pour vous, le conflit en cours en ce moment au Tigré peut être aussi le résultat d'influences géopolitiques et rentre aussi toujours dans la continuité des stratégies du BRI de la Chine? Deuxièmement, ça c'est peut-être une contribution, de mon impression où je suis à Dakar. Est-ce que la stratégie de promotion de la médecine traditionnelle chinoise ne supplante pas le savoir local africain? Parce qu'il y a un savoir local en médecine traditionnelle africaine. Peut-être que vous n'êtes pas
calé côté santé, mais c'est une information. Il y a des choses qui se font aussi dans les pays en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Est-ce que le fait aussi, en contrepartie de ces prêts, de mettre en avant la médecine traditionnelle chinoise ne va pas supplanter le savoir local? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et troisièmement, dernière question, qu'est-ce que vous, Monsieur Xavier, pouvez-vous, quelles seraient vos recommandations, par exemple, à des pays africains s'ils veulent s'en sortir dans ce que j'appelle, moi, avec votre exposé, ce jeu géopolitique? Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais essayer de répondre brièvement. Alors, pour le Tigré, pour être honnête, là, je n'ai pas vraiment de réponse parce que c'est très complexe. On a très peu d'informations sur ce qu'il se passe au Tigré et d'une manière plus générale en Éthiopie, mais surtout au Tigré. Les collègues qui travaillent sur le sujet, je pense notamment à Alain Gascon qui est présent. Je pense évidemment aussi à Géraldine Pinault ou Sonia Le Gorilec, pour ceux que je connais directement. Bon, voilà, on peu d'informations malheureusement et donc on peu d'analyses. Donc pour des spécialistes de la région, s'ils ont peu d'analyse, je ne vais pas me lancer dans une analyse non plus. Honnêtement, là, je n'ai pas de réponse. Il faudrait voir à court terme comment ça évolue, mais là, franchement, honnêtement, je ne peux pas du tout vous dire. Et en plus, relié à ça, à Brie, c'est encore plus complexe de mon point de vue là. Donc, je suis désolé, mais je n'ai pas de réponse. Si Alain Gascon peut-être veut répondre lui-même tout à l'heure. Pour les liens entre MTC et médecine traditionnelle africaine, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé, y compris dans des petites villes, hein, pas le monde rural quand même, mais dans de petites villes, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire et ailleurs, au Mali, etc., où j'ai pu aller. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de cliniques chinoises qui sont des cliniques privées, hein, pas du tout publiques en général, à part quand on avait une mission médicale chinoise, mais là, c'est autre chose. Et donc, effectivement, ça s'est beaucoup développé. Alors après, je ne pense pas que ce soit véritablement en concurrence avec la médecine africaine traditionnelle, parce que ce n'est pas les mêmes pratiques. Déjà, c'est, je pense, pas les mêmes clients. Je ne vais pas parler de patients, je vais parler de clients qui vont, je pense, voir les Chinois que aller se faire soigner pour la médecine traditionnelle africaine. Je pense que ce n'est pas la même démarche. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait une concurrence frontale entre les deux. Après, sporadiquement, peut-être que sur certains territoires, éventuellement, ça peut un petit peu empiéter, notamment dans les grandes villes. Je pense à Abidjan, je pense à Bamako, etc. Mais également dans les Congos, les deux Congos, au Cameroun, etc. Peut-être que certaines cliniques chinoises peuvent prendre un peu de la patientèle des médecins traditionnels africains. Mais bon, à mon avis, c'est quand même assez limité, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de grande concurrence entre les deux, mais peut-être que je me trompe aussi, hein, je ne suis pas assez spécialiste du sujet. Puis là, je n'ai pas pu faire de terrain depuis un Oui, petit moment. Xavier, Ouais. si je peux intervenir. En fait, la concurrence, elle fait sur la vente des médicaments Ah et oui. pas tellement sur la fréquentation des dispensaires et autres. Hein, Ouais. effectivement, il y a une arrivée de médicaments d'origine chinoise qui, eux dirons-nous, comme pour d'autres produits, concurrencer la disponibilité en produits purement africains. Oui, ça, vous avez D'autant raison. plus qu'il y a souvent il y a des recouvrements. Ouais. D'ailleurs, j'avais lu un excellent article, en français pour une fois, ça change, justement sur la vente de produits dits chinois, de médicaments hein, chinois en Côte d'Ivoire. Alors, je ne m'en rappelle plus de l'auteur, malheureusement. Mais je pourrais, si vous voulez, vous m'envoyez un mail, monsieur, et puis on peut continuer à discuter un petit peu et échanger les documents, si vous voulez. Il était Pas vraiment de cool. problème. Ouais. Et puis après, sur le jeu géopolitique, je vais vous répondre d'une manière très rapide parce qu'on n'a pas le temps. Mais il faudrait que, évidemment, et ce qu'on répète, notamment Thierry Perrault depuis longtemps, il faudrait que les pays africains, les États africains, les gouvernements africains se dotent de documents stratégiques, en fait, de stratégies pour contenir un petit peu les modalités d'intervention chinoises et pour les orienter. Donc voilà, on avait eu en Algérie le 51-49. Bon voilà, c'est des choses qui peuvent être mises en place assez facilement, j'imagine, et donc essayer de limiter un petit peu la propension de la Chine à déborder et à s'imposer, parce que c'est quand même ça le problème, c'est qu'elle va imposer peut-être pas encore toujours ses normes, mais en tout cas sa manière de faire, sa manière de voir. Et si en face, il n'y a pas de répondant, si en face, on n'a pas de documents, de personnel qui disent stop, là, on va réfléchir, on va renégocier, on va réécrire le document, forcément, la Chine va poursuivre. Hein, donc, elle a tout à fait le droit légitime de poursuivre. Donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, j'ai vu effectivement
des documents qui ont été réécrits, réaménagés, reproduits parce que du côté ivoirien, on disait stop, là, ça ne va pas, il faut réécrire, il faut repenser la coopération agricole. Là, c'était pour l'agriculture. Mais ce sont des choses qu'il faut faire à l'échelle de l'Afrique, UA, à l'échelle des CER, à l'échelle des autres organisations et puis à l'échelle nationale déjà aussi. Ça, c'est vraiment inéluctable de mon point de vue. Mais peut-être qu'Alain voulait répondre, Anagasca, vous vouliez répondre sur le Tigré? Non, mais sur ce qui se passe au Tigré, bon, je ne suis pas au Tigré. Bon, j'ai des informations, disons, un peu privées, mais bon, je veux dire, tout le monde est un petit peu pris au dépourvu. Et bon, et les Chinois comme les autres, hein, parce que c'est quelque chose qui, soit c'est la résurgence d'une très vieille histoire qui remonte à des siècles, où il y a ce domaine-là. Et puis, bon, je veux dire que moi, si j'étais diplomate, mais ce n'est pas mon cas, je ne conseillerais pas aux étrangers de se mêler de cette querelle éthiopienne, qui est une querelle absolument inexpiable, et je ne sais pas très bien où ça va, mais c'est tout à fait dramatique. Bien, merci, M. Xavier, merci, M. Alain, pour vos réponses. Merci, M. Thierry aussi. Pour clore cette première séance du séminaire, je voudrais simplement vous signaler que l'un des participants, qui s'appelle Wang Liupeng, a envoyé un petit mot pour indiquer que dans la lutte contre la Covid, effectivement, la diaspora chinoise a été souvent mobilisée pour participer. Je ferai deux remarques, c'est que souvent cette participation de la diaspora chinoise a souvent été pilotée ou assistée à partir des ambassades. Et ensuite, je pense que son effet a peut-être été davantage sensible dans les pays développés que dans les pays africains, dans la mesure où les moyens de communication sont plus développés pour éventuellement distribuer des masques et ainsi de suite. Mais c'est effectivement un élément qu'il fallait noter et un élément nouveau dans les modes d'intervention, que cette intervention a été totalement spontanée ou qu'elle ait été pilotée, ça c'est un autre débat. Donc je vous remercie tous pour votre participation aujourd'hui. La seconde séance du séminaire aura lieu dans 15 jours. Tant que je me souvienne, le thème, ce sont les relations Chine-Laos. Et en principe, c'est une séance qui sera entièrement en distanciel. Et vous êtes conviés les uns et les autres à y assister et vous recevrez par voie habituelle l'annonce de cette réunion. Donc, je tiens beaucoup à remercier Xavier Oregan. L'inconvénient du distanciel, c'est qu'il est difficile d'applaudir de façon efficace. Oui, un peu compliqué. Ouais, les autres mettent leur micro. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Xavier, et à bientôt. Et heureusement qu'on a ça pour se voir. Oui, heureusement, oui. Merci, Xavier. Mieux que rien. Voilà. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci. Merci, oui. Merci.